Il y a 4-5 ans que j'avais démissionné d'Ouzbek Erika pour réfléchir un peu à la vie de manière générale et qu'est-ce que j'avais envie de faire, où j'avais envie de m'impliquer, et essayer de voir comment on peut se déconstruire de manière globale sur le récit de société qui nous est proposé. Nouveau récit. Donc ça veut dire, on tire un trait sur la notion de progrès ? Tel qu'on l'entend, défini par les modernes, oui. C'est-à-dire que le progrès en termes de dogme et de vérité à poursuivre juste parce que progresser c'est cool, non, ça c'est pas possible, quoi. En revanche, le progrès, pourquoi faire ? La science, pourquoi faire ? Et alors, quelle est la mission de Carbo ? Nous, on s'est fixé collectivement notre raison d'être, c'est comment on arrive à accélérer la prise de conscience écologique pour réduire dès maintenant notre empreinte carbone. On a 2 outils chez Carbo. On a un outil citoyen qui permet à tout un chacun, de manière gratuite, de calculer l'empreinte carbone. Alain Damasio, il explique aussi quelque chose que je trouve intéressant, il n'y aura pas de grand soir selon lui, mais il y aura des îlots de résistance un peu partout, et il construit dans ces histoires des protagonistes qui arrivent à s'opposer au système en place pour être inspirants pour des personnes comme toi, comme moi, comme un peu tout le monde. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Nouveau récit. Bonjour, je suis Fouad Souak et bienvenue à un Nouveau Récit. Je suis en compagnie de Simon Letourneau, le cofondateur de Carbo. Bonjour Simon. Bonjour Fouad. Ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, je suis vraiment très content de t'avoir. Tu nous accueilles dans tes bureaux, à La Ruche, dans le 20e, à Paris. Très bel endroit. Je me faisais la réflexion que depuis la création du podcast, il y avait un thème central qui se dégageait et qui n'est pourtant pas la ligne purement éditoriale du podcast, et qui est celui du climat. Tu vois, j'ai interviewé Jacques Barrault. Jacques Barrault, c'est la décarbonation du fret maritime. J'ai interviewé Nolwenn Fèvre, qui a trouvé un modèle économique autour du recyclage des déchets hospitaliers. Didier Nicolas, qui a pour mission de sensibiliser les enfants aux vivants. Et tout ça, c'est autour de l'idée simple de réviser, de revoir, de reconceptualiser et de reformaliser les modèles. Et au final, à force est de constater, avec le petit recul aujourd'hui que j'ai, que ces modèles-là tournent beaucoup autour du vivant, de la nature et du climat. Donc, ça sera forcément avec Carbo. Tu vas nous expliquer plus tard ce que c'est. On ne va pas rentrer dans ce vif du sujet tout de suite. Mais en tout cas, Carbo, pour le coup, là, a une mission qui est extrêmement tournée autour et spécifiquement tournée autour de ces sujets. Mais avant de commencer donc, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est quel est le tout premier souvenir que tu as de ton existence. Le tout premier. C'est marrant et je le connais déjà. Merci beaucoup pour cette question. Le tout premier souvenir que j'ai de mon existence, c'est que j'ai grandi et j'ai une petite sœur qui s'appelle Laura. Laura Letourneau, qui travaille aussi sur ces sujets d'écologie. Bonjour Laura. Enchanté. Et mon tout premier souvenir, on a 4 ans de différence, c'est vraiment d'aller à la maternité pour voir sa naissance, en quelque sorte. T'avais quel âge ? J'avais donc 4 ans, exactement, nos 4 ans de différence. Et c'est mon plus vieux souvenir, quasiment, sur ça, de mémoire. Après, les parents racontent un peu, et on se refait toujours un peu notre histoire, mais c'était a priori. J'étais assez excité d'avoir une petite sœur qui arrive pour jouer avec, pour partager. Et j'aime bien cette idée aussi on le voit en ce moment, dans toute cette problématique écologique profonde, assez anxieuse, etc. Comment, quand on se ramène à des sujets un peu comme la vie, la naissance, on se rouvre en disant « Ok, il y a aussi quand même des belles choses, et comment on fait pour continuer à vivre, à naître et à avancer, quoi. » C'est drôle parce que moi, je me suis vraiment posé cette question-là il y a peu de temps, et je ne pouvais pas retourner beaucoup plus loin. Moi, je pense que ça doit être une punition dans la cour de récréation de la maternelle. J'ai dû faire une bêtise, quelque chose dans le bac à sable. Et mon deuxième souvenir, c'était l'arbre. L'arbre, ok. Aux arbres. Ouais, j'adorais ça. C'est vrai que la perspective des souvenirs enfants, je ne fais pas une généralité, mais elle est souvent heureuse. Elle est dénuée d'anxiété, justement. Pour certaines parts de l'enfance, oui, ça dépend des gens, dans quel contexte on a grandi, etc. Mais, et puis on est assez inégaux, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
par rapport aux souvenirs qu'on peut avoir. Certaines personnes ont des souvenirs très précis de toute leur enfance, etc. Moi, c'est un peu plus vague. C'est plutôt des souvenirs un peu d'émotion, de même quand je me souviens de ce moment où ma sœur est née, je me souviens plus un peu des ressentis, plus que des moments ou des lieux précis. Ouais, tu peux les décrire un peu? C'est plutôt un sentiment un peu d'excitation, un sentiment d'attente, de curiosité, de comment ça va se passer en quelque sorte. Il est où le bébé, quoi? Ouais. C'était plutôt ça qu'un endroit spécifique. Alors, j'étais chez ma grand-mère, je crois, mais c'était plutôt un sentiment un peu d'excitation, de moments un peu. Je pense que toutes les personnes qui ont été parents ou ceux qui ont eu des frères et sœurs ont ces moments-là dans leur vie de manière quand même très ancrée et très profond, comme un embranchement, un changement quand même assez important dans leur existence. Il y a une forme d'avant-d'après, même si on reste un peu profondément les mêmes personnes, mais ça me semble quand même des moments importants, en tout cas dans la vie. Et tu savais, tu avais conscientisé la grossesse, l'attente de l'accouchement, ou alors c'est un moment qui est arrivé, que tu attendais et qui est arrivé. Mais est-ce qu'il y a eu un petit temps long de cette grossesse? J'ai aucun souvenir de cette partie enfant. J'ai vraiment souvenir du moment où la personne est née, quoi. Parce que moi, j'ai un petit frère. On a 8 ans de différence. Okay. Donc, à l'époque, j'avais 8 ans. Et il est né en plein été. Et moi, j'adorais aller dans les colonies de vacances quand j'étais petit. Et je n'ai strictement aucun souvenir de la grossesse de ma mère. À peine celle de l'accouchement. Et je me souviens de voir débarquer un petit être, un frère, à ce moment-là. Donc, moi, ce qui m'interroge vraiment beaucoup, c'est vraiment la fabrique à souvenirs. Et finalement, les ressorts qui nous poussent ensuite à devenir les adultes que nous sommes aujourd'hui. Tu vois. Qu'est-ce qui a jalonné un peu ton enfance, justement, pour fabriquer le Simon d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ce qui fait de toi aujourd'hui réside principalement, justement, de ta construction quand tu étais enfant? Merci beaucoup pour la question, parce que je pense qu'on va parler de construction, de déconstruction, de reconstruction après. Et je pense que ma construction enfant était très heureuse par, on va dire, mon schéma familial avec quand même beaucoup d'amour. Donc c'est quelque chose on en reparle régulièrement avec ma sœur, dont on va sûrement reparler, qui nous a créé une certaine forme de confiance en soi un peu profonde par rapport à nos croyances, par rapport à là où on veut aller, par rapport au fait qu'on peut modifier un peu l'environnement qui nous entoure. Et après, donc il y a à la fois, on imagine souvent l'enfance et les psys sont souvent sur le côté parents, etc. Mais il faut aussi prendre conscience que on n'est pas non plus uniquement une personne qui est due à nous-mêmes et à nos parents. On est aussi un résultat sociétal, quoi. Et donc je pense que je suis né en 1985, et donc j'ai été vraiment aussi le fruit un peu de cette enfance, adolescence, préadulte, de cette génération qui était un peu perdue dans les récits auxquels se rattacher de société sur ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on défend comme modèle, vers où on va. Et donc moi j'ai vraiment ce souvenir-là en tout cas d'une enfance assez heureuse, sans problématique forcément globale de tous les éléments. Et c'était ça qui était assez intéressant. Mais j'ai l'impression, je sais pas comment aujourd'hui sont les adolescents ou les enfants, j'ai l'impression d'avoir un peu suivi le chemin qui m'était donné ou qui était tracé un peu pour moi, d'une certaine manière, en étant, j'allais dire, en province. Après, je suis parti faire mes études à Nantes, puis en Australie à Melbourne, puis je suis revenu à Paris. Puis j'étais assez fort en sciences, en maths principalement, donc on suit aussi un peu un chemin scientifique assez classique, sans vraiment se réinterroger globalement sur ok, la société, ce qu'on nous dit de faire, de quoi il en retourne, quoi. Et j'ai suivi un peu ce chemin, très heureux d'ailleurs, assez privilégié aussi, il faut en avoir conscience. Et je me suis plutôt interrogé de manière plus profonde à partir du moment où je suis sorti des études. Donc c'est quand j'avais 23, 24, 25 ans. Alors quand tu dis privilégié, c'est quoi? Tes parents faisaient quoi d'ailleurs?
C'est un schéma assez traditionnel. Ma mère, elle était prof de sciences, donc de chimie organique. D'ailleurs, ça peut être intéressant de chimie du carbone, la chimie organique, pour ceux qui le savent. Donc, il peut y avoir un petit lien assez évident. Oui, et la chimie organique, le carbone, en fait, c'est quand même l'origine de la vie sur plein d'aspects. Aujourd'hui, on le voit de manière assez négative, mais effectivement, c'est négatif qu'on parle de CO2 ou d'émissions carbone, même si on pourra en reparler. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose de positif pour la vie sur Terre, dans un premier temps, avant de l'avoir déréglé totalement par l'activité humaine. Mais si on revient, donc ma mère, elle était prof de sciences, donc j'ai eu et mon père, il était, on va dire, technico-commercial, donc il était un peu dans l'origine des composants électroniques, de l'informatique, etc. D'accord. Donc j'ai quand même été éduqué, quelque chose que j'ai aussi réussi à déconstruire petit à petit, dans un schéma quand même assez rationnel du monde. J'ai aussi été éduqué, et ça on le voit avec la nouvelle génération, sur quelque chose pour un petit garçon. Et là je fais vraiment une distinction un peu de genre entre garçon-fille, assez classique, pas que mes parents, mais aussi par la société de manière générale, où on parlait encore très peu de ses émotions, du côté un peu, on va dire, ésotérique, irrationnel, sensible, de tous ces sujets-là, quoi. Encore plus qu'on était un petit garçon, je pense, qu'on était une petite fille. Et donc j'ai été éduqué comme ça, jusqu'à... bref, on est toujours en train de s'éduquer, de toute manière. C'est vraiment quelque chose qui s'arrête jamais. Mais t'es un peu plus autonome à partir du moment où tu finis tes études qu'avant. Exactement, t'es un peu plus autonome. Après, moi, j'ai toujours eu l'impression de m'être posé la question assez tard. J'ai par exemple compris un peu les différences sociales assez tardivement, en m'apercevant que finalement, oui, il y avait des différences sociales très fortes. Et je m'en suis aperçu quand j'ai fait plutôt des études supérieures, etc. Je m'en suis pas aperçu comme la plupart des gens, d'après ce que j'ai compris, plutôt au collège-lycée. On s'aperçoit qu'il y a des différences. Moi, tout le monde était un peu pareil, heureux. Et ça, c'est quelque chose qui vient bien de mes parents, sur lesquels je m'y retrouve encore aujourd'hui, d'avoir vraiment cette appétence à l'autre. On essaye, sans jugement profond, mais vraiment en imaginant juste c'est une personne, point, quoi. Ouais. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça m'a quitté aujourd'hui, mais pendant très longtemps, je dirais jusqu'à la fin de l'université et des études supérieures, de m'interroger sur ce qui distingue véritablement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, en dehors de leur cellule familiale. Parce que, en vérité, quand on est dans une cour, on est tous à égalité. Alors, sauf à être dans des établissements différents au fur et à mesure qu'on grandit, mais dans une classe de 20 ou 30 élèves, on est censé être tous à égalité. Même si, en dehors de l'école, évidemment, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas le même environnement social, on n'a pas le même déterminisme, on n'a pas la même stimulation intellectuelle, culturelle, etc. Mais de mon point de vue d'enfant, après avant de formaliser tout ça, je me disais, mais quelle est la différence entre moi et cette personne dont les parents, je sais pas, sont soit extrêmement riches ou voyagent beaucoup ou... Non, il n'y a rien qui me distingue de lui. On a tous et toutes les mêmes chances. Il y a à la fois rien qui nous distingue et tout. Quand tu disais, en fait, on est un peu similaire dans la cour de récré, j'allais dire, en fait, non, pas du tout, quoi. On est tous ce côté individu, collectif et global assez différent. Et l'éducation, pour moi, il y a une pression en ce moment qui est mise sur les parents très forte de bonne éducation, je mets bonne entre guillemets. L'éducation, elle est faite maintenant par toute la fratrie ou la sororité, donc par tout le schéma un peu des frères et sœurs. Elle est faite par l'école, elle est faite aussi par toutes les injonctions qu'on peut voir au quotidien dans la rue. Vous le savez, aujourd'hui les enfants connaissent plus de marques que d'espèces d'arbres différentes. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est toutes les injonctions sociétales, pas que les enfants d'ailleurs, effectivement, moi-même, certainement. Et donc oui, il y a une éducation globale. Et je pense aussi, c'est marrant parce que si on remet en perspective, je pense que j'ai vraiment eu cette éducation dite française, où j'ai vraiment grandi dans ce schéma-là. Je m'en suis rendu compte quand je suis parti vivre à l'étranger, avec ce côté... en France, il y a des dogmes de pensée auxquels pour l'instant j'adhère, mais qui sont donc l'école républicaine, athée, etc., avec quelque chose que j'ai beaucoup moi apprécié dans mes études, avec les différents professeurs que j'ai pu avoir, qui peut paraître français, je sais pas trop, tu me diras ce que t'en penses, mais ce regard très critique permanent d'un peu tout, d'un peu nous-mêmes, d'un peu d'où vient l'information, de réinterrogation, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment énormément apprécié dans mes études. Donc oui, l'éducation c'est à la fois on va dire sa cellule familiale proche,
sa cellule familiale élargie, effectivement l'éducation que l'on reçoit. Il y a aussi l'éducation de la société, donc on va dire de la France, potentiellement de la ville ou du village dans laquelle on a grandi. Et après aussi en fonction des rencontres qu'on peut avoir, de personnes qui nous inspirent. On le sent, on a toujours eu des petits moments où on se dit tiens, ça me semble intéressant, je vais creuser un peu plus, je vais essayer de réfléchir. Et ça fait des formes de bifurcation comme ça. Et après, est-ce qu'il y a quelque chose un peu le fameux sujet permanent des philosophes de inné acquis, etc. On est quand même, je pense en tout cas, selon moi, c'est que, en tout cas, je suis un peu sorti de ce côté très individualiste de la société qui était vraiment poussé à un moment par des formes un peu de méritocratie, c'est toi-même, etc. Comment on arrive à sortir de cet individualisme, un peu de cet ego, pour devenir dans une phase un peu plus éco, où on est un peu collectif et on n'est pas uniquement nous, uniquement moi, Simon, toi, Fouad, on est aussi les conséquences de quelque chose un peu plus global, quoi. Donc, ce que tu veux dire, c'est que seule la société peut nous sortir de ce déterminisme social. Ce que j'essaye de dire, c'est que souvent, on a eu une forme de survalorisation individuelle par rapport à la société, quoi, et de faire que l'individu en tant que tel lui-même est le seul garant responsable de ses succès, etc. Alors qu'en fait, il y a aussi quelque chose, un peu de collectif. On le voit, de manière, quand on regarde certaines avancées scientifiques, on s'aperçoit, alors nous, on aime bien de mettre une personne en avant, en particulier dans un schéma plutôt patriarcal, c'est souvent une personne qui est représentée comme celui qui lead l'idée sur ça, alors qu'en fait, par exemple, sur des grandes avancées scientifiques, on s'aperçoit que les découvertes sont apparues à peu près en même temps, à différents endroits, sans forcément avoir de lien. Et je parle de Pasteur et du chercheur allemand dont je me souviens plus. Et donc, en fait, c'est un peu ça aussi. Donc, il y a quelque chose un peu sociétal qui fait que tout aussi apparaît un peu en même temps. Et donc, il faut aussi se dissocier de ça. Et dans l'écologie, c'est un des sujets passionnants de se dire, on a une forme de responsabilité individuelle, mais aussi surtout collective, et de toute façon, on est une espèce incroyable, si je parle des humains, où ce collectif et ces récits qu'on arrive à s'accorder, et cette capacité à collaborer à très grande échelle, est très, très caractéristique de l'être humain. Ouais. Et ça, c'est assez incroyable, donc on peut pas... Il faut sortir de cet individualisme profond. On est aussi une conséquence un peu de tout ce qui existe autour de nous, quoi. Ouais, donc ça signifie que le principe du self-made man ou woman n'existe pas. Parce qu'on se fait jamais tout seul. Évidemment, ça n'existe pas. Enfin, selon moi, ça n'existe pas. C'est toujours un collectif global. Ça a été beaucoup mis en avant, je pense. Encore une fois, quand on regarde, et c'est pour ça que je reviens rapidement, on le voit, les manières de collaborer. Donc c'est souvent en plus des hommes qui sont mis en avant comme un succès assez incroyable. Rarement un peu le collectif. Et ça, il y a plein de notions derrière qu'on pourra creuser. Alors là, si on prend ce fil-là, ça s'arrête jamais, mais c'est la notion de propriété. Est-ce que c'est pertinent qu'une personne soit propriétaire d'autant de choses? La notion de domination. On le voit aussi, moi j'ai l'impression, c'est un sentiment que j'ai, que quand il y a des projets qui réussissent, parfois... Il y a des personnes qui peuvent plus se mettre en avant, et c'est souvent plutôt des hommes au niveau individuel. Quand c'est un collectif plutôt de femmes, c'est plutôt une réussite un peu plus collective et partagée, quoi. Etc., etc., quoi. Donc c'est vraiment... Je pense que c'est des choses à déconstruire de manière très profonde d'une réussite qui est non individuelle. Et même moi, j'ai l'impression de parfois juste d'être... les idées que je défends sont pas vraiment mes idées, quoi, sont juste des idées que j'arrange un petit peu, sur lesquelles je m'identifie et que j'essaye de creuser et de continuer à avancer, quoi. Mais justement, qu'est-ce qui, chez toi, a eu le plus d'influence? Quelles a été tes sources d'influence? Qu'est-ce qui t'a permis de progresser sur un certain nombre d'idées, sur un certain nombre de comportements, sur la manière aussi dont tu as probablement conduit tes études, puis ta carrière professionnelle? Est-ce que tu arrives à distinguer un peu avec le recul cela? Quelle a été ou quelles ont été tes sources d'influence pour arriver à être le Simon d'aujourd'hui qui a monté Carbo et qui nous racontera ce qu'il fait? Carbo, c'est une petite partie de qui je suis, évidemment. Moi, j'ai l'impression que les sources d'influence que j'ai eues, c'est vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai débattu, avec qui j'ai réfléchi, même si je m'en souviens pas forcément. C'est vraiment quelque chose qui a été, je sais pas, fondateur pour moi, encore plus, et c'est pour ça, quand on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai vécu quelques années
en Australie, et donc effectivement on rencontre des gens avec des perspectives différentes, des cultures différentes, et ça c'est une forme d'enrichissement qui est juste incroyable. Donc c'est à la fois les personnes que j'ai rencontrées de manière physique, et j'allais dire c'est à la fois les personnes que j'ai pas forcément rencontrées, mais par lesquelles j'ai été touché par les idées, soit des podcasts, on est ici aujourd'hui sur un podcast, mais soit aussi des lectures que j'ai pu avoir, et ça c'est vraiment des choses qui ont été très structurantes. Je pense que dans ce que j'appelle mon coming out écolo, ou mon coming out, Ouais, c'est marrant ça. j'aime bien l'expression, Ouais. il y a vraiment en fait le vase est plein à un moment, puis il y a plein de gouttes d'eau qui l'ont rempli, il y en a une qui fait déborder, et souvent on dit quels sont les moments un peu de changement, de bascule. En fait, c'est tous les moments qu'on a pu rencontrer, mais c'est moi ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est donc à la fois là, moi je parlais les personnes, donc que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger, rire, vivre des choses, des aventures, etc. Les personnes que j'ai pas rencontrées, mais dont j'ai été nourri par leurs pensées, par les lectures, par les réflexions, etc. Et de plus en plus, j'ai un sentiment profond de connexion à la nature, où de plus en plus je pars parfois tout seul, juste dans la nature, sans téléphone, me reconnecter un peu au vivant, on va dire, et faire partie de ce tout, un peu en disant on n'est pas extérieur, le fameux mot environnement très impropre, on se met à distance de ce qu'on est en fait, et ça me reconnecte beaucoup aussi. Mais donc passer aussi pas mal de moments seul dans la nature me permettent aussi d'infuser, de réfléchir, de me poser sur tous ces sujets. Donc c'est ça, et ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est quand on arrive à déconstruire un peu, même si c'est un chemin permanent, un peu cet ego du soi profond, c'est comment maintenant, moi j'ai l'impression ma vie est très chouette, parce que j'ai l'impression de rencontrer plein de gens qui me nourrissent, que ce soit et de tout type de personnes, tout type de lecture, et dans tous les sens, quoi. Donc ça c'est assez génial. Et ton coming out, ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été radical? Est-ce qu'il y a eu des modifications profondes que tu as menées? Comment comment tu l'as conscientisé et comment tu l'as pratiqué? Et à quelle époque? Ça a commencé quand? Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment un verre qui se remplit petit à petit, et puis il y a toujours une goutte un peu qui fait déborder tout ça. Hein. C'est pas du jour au lendemain on se réveille en disant waouh. Il n'y a pas eu un événement genre il y a eu sécheresse ou les forêts brûlées en Australie. Tu as été à Melbourne, donc c'est vrai que ça a probablement eu un impact chez toi, ou peut-être que ton coming out a été fait avant. En tout état de cause, probablement pas effectivement un événement climatique qui a rempli le verre d'eau en fait comme un pichet qui tombe à l'intérieur. Il y a plusieurs, il y a pas un moment comme ça fondateur comme certaines personnes, mais il y a plusieurs quand même moments, et je vais te dire un petit peu. De formation, je suis, on va dire, ingénieur en environnement énergie. Donc j'avais déjà cette forme de sensibilité un peu scientifique, on va dire, sur ce problème énergétique aujourd'hui, qui est un des problèmes principaux de la crise et du réchauffement climatique. J'ai eu l'impression, en sortant de mes études, d'avoir passé un peu 10 ans dans le monde professionnel, pas avec des œillères, mais dans un espèce de mal-être assez profond, en fait, à quoi ça sert, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Quel est le sens de tout ça? J'ai travaillé dans des cabinets de conseil. Ouais, t'as fait quoi exactement? Mon premier travail, c'est dans un cabinet de conseil, où on aidait des entreprises sur différents sujets. Après, je suis parti travailler à la commission de régulation de l'énergie, donc ça c'était chouette, c'était un peu le gendarme de l'énergie sur les appels d'offres éoliens en mer, en l'occurrence, et photovoltaïques, donc ça c'était assez chouette. Je suis allé après dans une start-up du monde du running et du sport, et après chez Ouzbek Erika, qui est un média assez incroyable, qui essaye de réfléchir au monde de demain, au futur désirable, souhaitable, en traitant des utopies, des dystopies. Mais quasiment depuis les premiers jours où j'ai commencé à chercher un peu un travail, en disant où est-ce que je mets mon énergie, j'étais assez en dissonance par rapport en fait à quoi ça sert tout ça. Est-ce qu'on peut pas repenser tout ça? Et donc j'ai un peu suivi. En plus à l'époque j'avais un emprunt, etc. Donc j'avais des considérations un peu plus basico-basiques. Ouais, matériel. Je pense que j'avais aussi un côté qu'on rentre dans le monde du travail. Il y a, je sais pas si la plupart des gens le vivent ou pas, mais il y a une forme d'illégitimité. Et donc, comment on arrive à créer sa légitimité en réussissant en fait à travailler tout simplement, quoi. Et une fois qu'on a dépassé un peu ça, en tout cas ça a été mon cas, c'est on reprend un peu de hauteur en disant bon, ben maintenant que je me sens légitime sur certains sujets ou pas, on aura toujours une forme d'illégitimité, mais comment on va plus loin et comment notre travail sert une cause un peu plus globale, quoi. Je pense que un peu comme beaucoup de scientifiques,
même si c'est deux figures assez controversées encore, où il y a pas mal de débats, mais la conférence de Jean-Marc Jancovici aux étudiants de Sciences Po, et je recommande à tous les auditeurs et toutes les auditrices d'écouter, sur CO2 ou PIB, il faut choisir, moi, a été assez incroyable. Sur le côté, ok, en fait, quand on regarde les chiffres de manière froide, il n'y a pas de débat sur cet indicateur de croissance qui sera toujours corrélé avec plus d'énergie. En étant en plus ingénieur énergie, environnement de formation, j'ai vraiment très vite compris les concepts. Et je me suis dit, ok, en fait, ce monde qu'on nous propose ne marche pas. Donc, première déconstruction sur tout ça. Et je remercie Jean-Marc Jancovici parce qu'il a été, je pense, pour pas mal de personnes, un peu des formes de déclic sur les faits. Et une autre figure controversée aussi, mais en tout cas, moi, ça m'a marqué pour la façon dont c'était fait. C'est Nicolas Hulot, quand il a décidé, donc sur France Inter, sur la matinale, je crois, avec Léa Salamé, de quitter un peu le gouvernement en live en étant ministre de l'énergie, l'environnement. Je ne connaissais plus le titre à l'époque. Il y a toujours de l'écologie, probablement. Voilà, le surnom de l'écologie. Moi, j'ai été touché par le côté très émotionnel de ce moment un peu de radio, et le côté aussi où moi, je me suis dit, en fait, je peux plus rien faire, moi, à un niveau individuel. Il faut que je m'implique, quoi qu'il arrive, quoi. Si ces sujets-là sont importants pour toi, comment tu vas plus loin? Et après, je pense qu'il y a vraiment des moments un peu fondateurs pour moi. Je pense il y a 4-5 ans, donc j'avais démissionné d'Ouzbek Erika pour réfléchir un peu à la vie de manière générale et qu'est-ce que j'avais envie de faire, où j'avais envie de m'impliquer, et essayer de voir comment on peut se déconstruire de manière globale sur le récit de société qui nous est proposé, sur qui on est en tant que personne, comment on s'implique dans le monde. Et j'ai rencontré différents groupes de personnes dans différents événements assez nouveaux dans les façons de s'organiser. Et ça a été aussi une grande forme de déconstruction, et ça a été assez fondateur. Et après, une fois qu'on tourne, le virage est assez serré. Donc moi, quand je dis le coming out, en fait, c'est une déconstruction profonde. C'est pas juste la prise de conscience écologique, c'est la prise de conscience de la domination un peu sous toutes ses formes, des humains sur la nature, de l'homme sur la femme, de l'homme blanc sur l'homme racisé, etc. Et quand on rentre dans cette, on va dire, déconstruction, avant de se reconstruire, on passe par un virage assez serré, où ça tourne pas mal, où on remet en cause plein de choses individuellement, etc. Après, fais-moi confiance, après la ligne est un peu plus droite, donc c'est un peu plus agréable, mais et donc on réinterroge tout, et ça c'est vraiment très chouette. Alors, pause. Parce que tu as livré beaucoup de choses, et il va falloir en fait qu'on détaille un peu tout ça. Je sais même pas par quoi commencer, et on va prendre probablement dans l'ordre de ce que tu as dit. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, essaie de les retenir toutes. Je note. Mais je te les rappellerai si tu en as besoin. Pourquoi Jancovici est une personne, selon toi, controversée? Ça, c'est vraiment la première des questions. J'apporte un commentaire. C'est vrai que le rôle de Jancovici, qui est majeur, a été dans le débat public aujourd'hui sur ces questions-là, n'a pas commencé aujourd'hui alors que le sujet est devenu extrêmement mainstream. En réalité, il est là depuis les années 90. Complètement. Il a le même... je dirais pas élément de langage, mais en tout cas discours depuis toujours. Il est quand même extrêmement aligné sur ce qu'il dit. Et aujourd'hui, évidemment, on l'entend plus parce que les choses changent profondément et radicalement. Donc, c'était ma première question et ma première remarque. La deuxième remarque et la deuxième question sur Nicolas Hulot, c'est très exactement sur toute la problématique et tout le poids qui repose aujourd'hui sur nos épaules individuellement et sur notre capacité aussi collective à changer les choses, et de s'apercevoir que une personne autant engagée que Nicolas Hulot, qui est devenu ministre d'État, il faut quand même le rappeler, c'était après le Premier ministre, le ministre le plus important, ministre de l'écologie, il est devenu totalement impuissant à, je dirais pas défendre ses idées, parce que probablement qu'au Conseil des ministres, auprès du président de la République et auprès de ses pairs, il le faisait, mais en tout cas, à imposer des décisions qui, selon lui, devaient être de bonnes décisions. On se rappelle tous la sortie du nucléaire, c'est quand même lui qui a annoncé qu'il ne le ferait pas et qu'il fallait replanifier différemment, avec les impacts qu'on a connus sur la distribution d'électricité l'hiver dernier. On verra si ça sera la même chose cet hiver. Et donc, évidemment, sur notre capacité politique à changer les modèles. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Comment faire quand des personnes aussi engagées
arrive au pouvoir et n'y arrive pas. Mm. Et face à cette incapacité de décider de se retirer, en se disant peut-être que je vais pouvoir changer les choses autrement. Et puis après, sur une question aussi plus philosophique, c'est... et je reviens sur ta propre expérience. Pour l'illustrer, 10 ans d'expérience professionnelle, et on peut en avoir évidemment 10, 20, 30, 40. En règle générale, c'est aussi parce qu'il y a des questions alimentaires, des questions de besoins, des questions matérielles. Comment on répond à nos besoins les plus primitifs et comment on les met en phase avec nos aspirations les plus élevées. Et que le raccord entre les deux soit effectivement ce sujet commun que l'on a et qui est la préservation du vivant, du climat, de la planète, de l'écologie. Je sais, c'est beaucoup de questions, mais j'espère que tu vas réussir à y répondre. Merci beaucoup pour les questions. Je vais les reprendre aussi dans l'ordre si ça te va. Ouais. La première, quand j'ai dit effectivement les personnes controversées, je parlais à la fois JMJ, comme les gens l'appellent, Jean-Marc Jancovici et Nicolas Hulot. Sur Jean-Marc Jancovici, je suis aligné avec toi sur le côté, c'est un discours qui défend depuis toujours quasiment, petite parenthèse, mais la méthodologie bilan carbone, c'est lui qui l'a conçu avec son cabinet, pas que lui, encore une fois, il est très personnifié, mais avec son cabinet à l'époque et l'ADEME. Pour moi, il était très controversé sur le sujet du nucléaire et j'ai pas forcément envie de redébattre sur ça. Je trouve que c'est un vulgarisateur incroyable. Et je trouve aussi qu'il est justement, il se met exactement dans la bonne place, j'allais dire, des scientifiques. C'est-à-dire qu'il considère, et une des personnes que j'admire beaucoup, c'est Bruno Latour, un des penseurs de l'écologie très puissant. Il se met vraiment dans, Bruno Latour dit qu'il y a on parle toujours de manière située avec sa forme de vérité. Jean-Marc Jancovici, pour moi, se met vraiment dans une vérité scientifique. Et il est absolument pas dans un dogme de la science avant tout, quoi. Et il pose les faits de manière scientifique, de manière très claire. Il dit après, c'est aux politiques de prendre en compte après les autres vérités, potentiellement l'acceptation sociale, etc. Et donc pour moi, il est très juste dans ce qu'il dit, quoi. La partie controversée que j'expliquais était plutôt sur Nicolas Hulot, où il y a des formes de dissonance très fortes entre ce qu'on défend et ce qu'on fait dans les actes, en l'occurrence sur toutes les phases de domination qui peuvent exister. Sur ta deuxième question, qui était comment on, même de manière politique, on n'arrive pas à modifier en fait nos modes de pensée, etc. Alors ça, c'est vraiment, on commence à toucher du doigt les sujets les plus passionnants en fait que j'adore. C'est vraiment, on est dans un moment de société génial où il faut repenser tous les dogmes avec lesquels on a grandi et on s'est construit. Et quand je dis tous les dogmes, c'est moi le récit écologique auquel je m'identifie le plus, c'est les récits dits éco, féministes, décolonialisme, etc. qui, ma compréhension, c'est la lutte contre toutes les formes de domination de l'humain sur la nature, entre guillemets, de l'homme sur la femme, etc., etc. Et donc, cette lutte-là, elle est importante. Et aujourd'hui, elle est aussi sociale, évidente. Et le lien que je voulais faire, c'est que en politique aujourd'hui, où les décideurs politiques, et on le voit avec, je vous invite à écouter Dominique Méda, en fait, qui parle de comment les modes de pensée du gouvernement aussi sont vieux et vieillissants. On voit un post il y a pas longtemps de Bruno Le Maire qui a encore pas vraiment compris ce que c'était la décroissance, quoi, ce qui est assez hallucinant aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que on a besoin de changer totalement de modèle de pensée. Et dans une intervention que je faisais dans une école de commerce ou d'ingénieur, c'était aussi comment on repense le modèle de propriété, comment on repense le modèle de croissance, comment on repense le modèle de ruissellement. On sait très bien maintenant que c'est faux, mais il y avait quelque chose qui était ça. Et on va toucher du doigt quelque chose qui est le plus complexe, parce que quand tu disais lutter contre des forces importantes, la lutte qu'on a aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on va appeler les riches, et on pourra en redéfinir en fait ce que sont les riches. Mais aujourd'hui, oui, l'écologie vient
ébranler le statu quo un peu des personnes les plus riches. Aujourd'hui, c'est les personnes les plus riches qui polluent le plus, les États les plus riches qui polluent le plus. Et donc, la lutte écologique est une lutte sociale. Et c'est sûr qu'avec un gouvernement ou des responsables politiques qui sont en affinité proche, parfois avec le monde économique, c'est ça aussi qu'il faut repenser de manière totale, quoi. C'est vraiment très intéressant. Souviens-toi de la dernière question, qui est pas moins intéressante, mais effectivement, on touche du doigt le cœur de notre sujet. Tu parles, on a un gouvernement, mais est-ce qu'il ne faudrait pas parler des gouvernements qui se sont succédés depuis toujours et effectivement des classes les plus puissantes qui ont façonné le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui et qui globalement s'est façonné grâce aux échanges commerciaux d'une part, l'ouverture des continents, la découverte des continents, les échanges se sont nourris de ce que l'on pouvait échanger dans le monde, puis ensuite sur une base monétaire. Donc l'histoire de la monnaie est quand même aussi l'histoire de l'humanité, d'une certaine manière. Et cette déconstruction individuelle dont tu parlais, c'est aussi une déconstruction collective sur c'est quoi le vrai modèle de demain qui n'est plus basé sur un fonctionnement qui nous amène globalement dans le mur. Et ça n'est qu'une succession de gouvernements. Moi, j'ai envie de citer une autre personne qui est Perry Anderson, qui est un intellectuel anglais qui a publié un bouquin extrêmement intéressant, je ne sais pas si tu l'as lu, et qui s'appelle La pensée tiède, et qui était une sorte de rétrospective de la manière dont on fonctionnait aujourd'hui politiquement et idéologiquement en France. Et d'abord, on n'a plus d'idées en France. Et d'autre part, au moins depuis le général de Gaulle, on n'a eu que des gouvernements aussi bien à droite qu'à gauche, libéraux. Mais François Mitterrand l'était, Jacques Chirac l'était, et quand on a eu Lionel Jospin comme Premier ministre, il était libéral aussi, avec évidemment en fait des composantes un peu plus sociales ou un peu plus libérales, en tout cas, ou capitalistes d'autre part. Et la résultante finale, c'est l'extrême centre Exactement, Macron, complètement. Mais sauf que tout ça, c'est le même héritage intellectuel que l'on obtient. Comment lutter contre ça ? C'est génial, en fait, le moment qu'on vit de société, parce que l'écologie... Je pensais que tu allais dire c'est génial ce moment de débat qu'on a. Oh, merde. Non, mais c'est le... On est dans un moment de société, comme tu disais, où on s'aperçoit que l'extrême centre ou l'extrême libéralisme ne marche pas, parce que l'écologie vient percuter, en tout cas de plein fouet, le modèle qu'on mettait en avant. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, l'économie, ou en tout cas la monnaie ou l'argent pour les échanges marchands, est pas en soi une mauvaise chose. C'est aujourd'hui la décorrélation très profonde dans le capitalisme de l'argent qui est plus du tout lié à l'économie, qu'on voit les échanges en bourse, avoir du trading haute fréquence, c'est pas du tout pour avoir des marchés qui sont plus liquides pour les traders, c'est totalement décorrélé du monde marchand. Oui, aujourd'hui, le capital et son unité principale, qui sont les unités monétaires, les euros, les dollars, on voit très bien, tous les économistes le savent, et d'ailleurs ils ont du travail en ce moment à bosser sur des nouveaux modèles économiques. Il y a une augmentation globale de la masse monétaire qui est totalement décorrélée des limites planétaires et du vivant, quoi. Donc l'économie, oui, mais l'économie au service de l'écologie et pas de manière du tout technosolutionniste, quoi. C'est plutôt non, le PIB va devoir réduire à un moment, quoi. Donc ça, c'était petite parenthèse sur la monnaie et l'explosion en fait un peu absurde de ces modèles-là. Alors tu dis que le PIB va devoir réduire parce qu'il va falloir que l'on retire de cette richesse toute celle qui a été créée et qui n'apporte rien à la société en vérité. Et en fait, c'est quelle richesse on parle. C'est exactement ça. C'est que là, on parle d'une richesse économique qui profite à certains, principalement, et aussi à certaines. Cette richesse-là, il faut qu'on arrive à la décorréler. L'argument de base qui est mis sur le libéralisme, ça aide tout le monde et tout le monde progresse. On s'aperçoit que c'est totalement faux, en fait. Ça aide certaines personnes et on s'aperçoit que ça crée des inégalités de plus en plus marquantes et on n'a jamais vu on pourrait même appeler ça des nababs, les PDG des grosses startups aux États-Unis. On n'a jamais vu des gens aussi riches dans l'histoire de l'humanité, quasiment. Donc, aussi rapidement. Ouais. Aussi rapidement, qui sont pas basés sur des empires ou de l'affiliation. Donc, c'est qu'on se pose un petit peu 2 secondes et qu'on prend d'autres lunettes, comme dirait une très bonne amie, on se retrouve à dire non mais qu'est-ce qu'on est en train de faire de manière basique. Même un enfant comprendrait que c'est pas logique d'un côté d'être aussi riche, etc. Après on va dire
le problème il est plus compliqué, etc. Mais c'est pas si compliqué que ça. Avec le Covid, on arrive à modifier l'économie globale en quelques semaines. Donc on pourrait, si on le souhaite, pour l'écologie, modifier notre mode de pensée. Pour revenir de manière à ce que tu disais, tu parlais de Charles de Gaulle, mais c'est ça que je trouve très intéressant dans un monde qui s'écologise. Comment les idées anciennes, qui sont juste une forme d'amélioration incrémentale, et c'est là où le gouvernement actuel, je trouve, très faible. Quand tu dis c'est l'extrême centre, c'est OK, les retraites, pour essayer de le résoudre, on se dit OK, on va essayer de travailler plus longtemps, quoi. Super, et on fait quoi dans 10 ans, quoi. Et en fait, effectivement, il n'y a plus d'idées profondes de comment on repense le monde. Mais ça demande un travail. Même moi principalement, c'est très dur de tout réinterroger et de se dire, bon, en fait, ça, on nous a mis dans cette situation, comment le réinterroger, quoi. Et oui, il faut qu'on arrive à repenser de manière, selon moi, c'est en plus, on disait quels sont les nouveaux récits. Souvent, moi, j'aime bien rajouter quels sont les nouveaux récits désirables. Parce qu'aujourd'hui, les récits écologiques, souvent, sont plutôt anxieux ou assez durs ou alarmistes, ou en plus dans l'urgence, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on entend tout le temps. Comment on arrive à créer une forme de désirabilité dans les discours. Et cette forme de désirabilité, je reviens à ce dont on parlait en prenant le café tout à l'heure, sur comment c'est pas uniquement des principes un peu méta en hauteur, aussi comment on arrive à se l'appliquer au niveau individuel. Donc moi, c'est ces sujets que j'adore, c'est quelles sont les nouvelles idées de société, comment on peut les appliquer de manière très concrète, et comment, moi en tout cas, ça me rend assez heureux en fait quand je dis que je travaille sur mon récit désirable ou mon récit écologique désirable, je le fais pas de manière prosélyte, je le fais juste de manière qu'est-ce qui, moi, Simon, me rend heureux, puisque dans le récit de société aujourd'hui, j'ai pas trouvé, en tout cas, ce qui me convient ou ce qui me convient de manière profonde, et les récits historiques, patriarcaux, capitalistes, libéraux, etc., je me sens très, très éloigné, quoi. Qu'est-ce qui te rend heureux ? Je me sens assez heureux. Mais ça me demande pas mal de travail. Je suis heureux quand j'ai du temps pour faire ce que j'ai envie. C'est-à-dire pour rien faire la plupart du temps. Juste me poser, réfléchir, être dans la nature. J'aime bien réfléchir. Ce qui m'anime, c'est donc tout ce dont on a parlé, et puis autre chose. J'adore danser. C'est un truc qui me revient à une forme de sensibilité corporelle et de communion, on va dire, avec un peu tout le monde. Et oui, ce qu'on est en train de faire là maintenant me rend assez heureux, en me disant on réfléchit, on imagine des choses nouvelles, on prend le temps de manière très douce de se parler et de réfléchir aux idées, et ça me rend assez heureux. Et est-ce que tu comprends qu'on s'oriente évidemment dans un monde idéal vers des changements radicaux ? On en parle d'ailleurs avec Camila Garcia Chiano, qui est la coprésidente du mouvement Bicorp en France. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit transformation de demain, c'est forcément en fait vers une forme de radicalité. Et elle me dit oui, c'est une forme de radicalité. J'ai bien peur que ça ne rende pas les gens heureux de devoir s'orienter vers des modifications extrêmement profondes de leur quotidien, de la manière dont le monde aujourd'hui fonctionne, parce qu'on ne sait pas à quoi demain, à quoi le monde de demain ressemblera pour atteindre nos fameux objectifs. Parce que je reprends notre ami Jancovici, je l'écoutais sur France Inter. Moi, c'est vrai que quand il parle de ces sujets et qu'il met les choses de manière extrêmement pragmatique sur la table, on se dit qu'on est extrêmement loin du compte. Parce que le sujet, c'est évidemment celui du climat, c'est celui de la préservation du vivant, de la biodiversité. C'est pas que le réchauffement climatique, c'est aussi la disparition des espèces animales, végétales. Donc, la COP28 est arrivée à un accord. On le juge positif ou pas. Tu pourras donner ton avis à ce sujet-là. En tout état de cause, l'objectif aujourd'hui que l'on se fixe, c'est évidemment la quantité de carbone que l'on dépense soi-même pour résorber la progression du réchauffement climatique à 1,5 degré. 2, c'est déjà trop. Au-delà, on n'en parle même pas. Et il disait un truc extrêmement intéressant, mais qui est dingue, vraiment, quand on se l'imagine. Il disait que pour atteindre les objectifs, il fallait, en année N, reprendre le niveau d'activité économique de la crise sanitaire. Exactement. Et du confinement. Et qu'en année N+1, il fallait le niveau économique de la crise sanitaire plus
la désindustrialisation de l'Allemagne et du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Et que pour l'année N+2, ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire ? Et tu te rends compte en plus du langage que je viens d'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire de pire ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de mettre l'économie, parce qu'on parle aussi de ça, l'économie à l'arrêt pour atteindre nos objectifs à 2050. Donc comment peut-on proposer des récits désirables et ne pas rendre les gens malheureux en leur disant que l'avenir de l'humanité, de la planète Terre, repose sur des changements extrêmement profonds et qu'on est bien obligé d'y aller. En fait, la difficulté, c'est que cette radicalité dont tu parles, elle va s'appliquer à certaines personnes, et je pense que c'est ces personnes-là qui sont pas prêtes à entendre cette forme de radicalité. Et c'est les personnes riches, on en a parlé, et c'est les personnes au pouvoir. Aujourd'hui, être écolo, c'est être pauvre, de manière la plus simple, directe. Et je pense que c'est ça qui est très complexe, c'est rentrer dans cette forme d'exemplarité, mais vraiment profonde, où il faut accepter que nous-mêmes, Français, on va dire Parisiens pour moi, etc., alors j'aime pas le mot renoncer, mais on rentre dans une forme de renoncement du monde tel qu'il était avant, quoi. Et donc il faut vraiment déconstruire cette vision de dire on peut prendre l'avion et faire n'importe quoi, on peut consommer comme on a envie, on peut, etc., etc. Et oui, c'est compliqué parce que c'est un peu les mêmes personnes qui sont dans ces sujets à la fois de pouvoir et de domination. Et tu dis tout ce que vous avez construit, en fait, c'était un peu nul. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, félicitations à tous les étudiants de Polytechnique qui, lorsque Patrick Pouyanné, comment il s'appelle, c'est ça, ouais, a fait son discours de fin d'année à Polytechnique, il y a un tiers des étudiants qui lui ont tourné le dos. Et c'est un signe profond de, en fait, tu fais n'importe quoi, concentre-toi, quoi. Pour revenir, c'est qu'en fait, il faut réussir à changer qui on est profondément, en particulier sur ces personnes qui sont arrivées dans des niveaux de domination, de richesse et de pouvoir, où ils ont l'impression que finalement c'est maintenant leur nouvelle posture, et donc il faut accepter de l'abandonner. Mais même nous, de manière générale, là je parle français, européen, on a des modes de vie, Jean Covici le dit très bien, qui sont dépendants d'esclaves énergétiques, qui sont principalement les machines et le pétrole. Et donc, comment on arrive à repenser tout ça ? Et oui, renoncer ou laisser ce qui a fait ce que l'on est aujourd'hui, c'est d'une complexité infinie, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur des nouveaux récits. Moi, je trouve que... Là, vraiment, COP28, ça me fait... Ça te fait rire. Non mais, vraiment, les COP depuis un moment, ou ce genre de truc, qu'est-ce que je rigole. C'est vraiment la plus grande... Tu sais, on est au numéro 28, t'as envie de dire, ok. En fait, c'est vraiment... c'est pas que ça... Oui, en vrai, ça m'intéresse même plus. Si je te suis de manière très profonde, je ne lis plus ce genre de truc, quoi. Parce que c'est vraiment... Ouais, j'ai d'autres sujets plus importants, quoi. Ouais. Et alors, félicitations à tous les mouvements écolos qui étaient sur place et qui ont essayé de modifier les sujets, mais tu vois, en fait, ce que dit aussi... toutes les COP n'ont rien modifié. Souviens-toi, c'était 2015 la COP à Paris. Genre, tout le monde était en félicitations, en train de se gargariser d'un accord historique. Et en fait, cette schizophrénie, moi, en fait, je te disais tout à l'heure, je suis heureux, mais en fait, il y a des moments où je me sens pas bien, mais ça va parce que j'arrive à prendre du recul sur ça. Le mois de juillet de cette année, qui est un des mois les plus chauds, mais qui a été dépassé de tous les temps. Et je ne sais plus quelle date, je crois que c'était le 7 juillet, c'était le moment où il y avait le plus de vols commerciaux dans le monde. Donc il y a un moment où on se dit, de tous les temps aussi, hein, donc on se dit, en fait, je comprends pas, quoi. Le sujet, il me semble assez simple, en fait, à résoudre. Et pour revenir à ce que tu disais beaucoup ce mot-là, et c'est beaucoup dans les récits écologiques, et c'est quelque chose sur lequel j'essaye de moi, en tout cas, au niveau individuel, lutter, et je suis preneur de ton avis sur ça. Alors, 2 sujets, avant de revenir sur celui-là. Le premier sujet, aujourd'hui, le monde économique, tel qu'il est, il ne marche pas. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, hein, qui était pour moi très atypique de toutes les gens qui ont joué le jeu du monde économique à des échelles... on va dire plutôt de salaire plutôt bas, quoi, ne fonctionne pas. C'est ces personnes-là qui sont allées dans la rue. Donc en fait, non, le modèle économique aujourd'hui fonctionne pour une certaine partie de la population. Donc le modèle aujourd'hui économique ne fonctionne pas pour une immense majorité de catégories sociales, en France, à l'étranger, en Europe, etc. Il fonctionne pour un certain nombre de personnes et il ne fonctionne pas pour l'écologie. Donc oui, il va falloir changer, quoi. Et d'une certaine manière,
on est plus nombreux, quoi, en quelque sorte. Et pour revenir sur ce que tu disais, on parle souvent, et je l'ai barré sur mes petites notes, dans l'écologie, on parle souvent de demain, etc., etc. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il faut dépasser ces sujets qu'on a souvent d'urgence, etc. Et c'est un des récits, le récit sur lequel je travaille le plus au niveau individuel, c'est comment on peut retrouver le temps, se réapproprier le temps et rentrer dans un temps qui est plus écologique, si je simplifie un peu la pensée. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est comment il faut lutter sur non, c'est pas demain qui va être mieux, c'est aujourd'hui. Comment tu fais pour que aujourd'hui soit mieux? Et quand je disais ce qui me rend heureux, c'est prendre le temps, c'est quelque chose qui me rend très heureux, quoi. Et je parle du temps, comment on arrive à se retrouver, se réapproprier le temps à la fois individuel avec soi-même, à la fois le temps avec notre espèce, les humains, donc le temps des plus de liens, moins de biens, hein, et le temps de la nature. L'exemple que je donne souvent, c'est on peut pas manger des fraises toute l'année, on est au courant, quoi. Donc comment on fait attention à ça et comment on arrive à sortir de plein de dogmes qui sont véhiculés par la société, mais qui sont très complexes de s'en extraire, hein. C'est l'instantanéité, avec le temps de l'attention sur les réseaux, tout ce temps-là, comment on arrive à changer notre perspective par rapport à ça. Et en plus, si dans un récit écologique désirable, souvent on dit que c'est toujours moins. En plus, là, on peut rentrer dans quelque chose de plus. C'est-à-dire comment un des récits écologiques désirables que moi j'aime bien, que je m'applique, c'est comment on peut avoir que plus de temps nous rend plus heureux. Je base, en fait, c'est assez basique, hein, quand tu interroges les personnes en fin de vie sur qu'est-ce qu'elles regrettent un peu, hein, sur leur vie, la plupart du temps, c'est de ne pas avoir eu assez de temps pour sa famille, pour soi-même, pour ses passions. Il y a rarement des gens en fin de vie, très bon article de Ouzbek Erika sur j'aurais aimé passer plus de temps sur les réseaux sociaux, quoi. Je crois que c'est un commun. Voilà, exactement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que sur la question du temps, celui que l'on prend et celui auquel on est censé être lié, même si parfois ça peut relever du concept, mais je travaillais avec une personne admirable qui s'appelle Didier Nicolas, qui était d'ailleurs un invité de mon podcast et qui a créé un parc naturel éducatif pour sensibiliser les enfants et leurs parents au vivant. Et dans son parc, il a installé un labyrinthe d'hibiscus. Tu vois. Il ouvre son parc et sur Google, il y a des avis, pas beaucoup, hein, tu vois, mais il y en a quand même quelques-uns, de personnes qui disent pourquoi il a ouvert son parc maintenant, c'est pas ok, tous les animaux ne sont pas là, et puis en plus il y a un labyrinthe d'hibiscus, ils étaient à ras les pâquerettes, ça ressemblait à rien. Il vient d'ouvrir son parc. Il vient d'ouvrir, et pour qu'un parc dédié à la nature prenne vraiment corps, il faut évidemment laisser le temps à la nature de se constituer. Il a travaillé avec le conservatoire de la Bintinée, qui est à Rennes et qui travaille sur le vivant autochtone de Bretagne, pour aller exposer, pour créer du lien entre les enfants et des espèces qui ont failli disparaître. Il faut que les bébés moutons, tu vois, et puis que les petites poules, en fait, naissent. Donc, c'est normal qu'ils ne soient pas là. Et donc, on voit bien aussi que les gens n'ont plus le temps, qui veulent de l'instantanéité, qui veulent du tout de suite, qui veulent de la beauté un peu artificielle, qui ne se projettent pas la manière dont la nature, la planète Terre se forme. Donc la question du temps est effectivement très, très importante. Tu vas pouvoir rebondir dessus, mais je vais enchaîner sur autre chose qui est, tu l'as évoqué, les gilets jaunes. On revient sur la question politique, on revient sur celle des inégalités, on vient évidemment, et tu vas pouvoir développer cela. Et ensuite, on va aborder la question de Carbo, et je vais essayer de te poser justement une question qui fasse un peu transition. L'écologie se pense en même temps que la justice sociale. Comment on met à peu près tout le monde à égalité. Donc, les personnes les plus démunies, qui sont probablement en fait les moins destructeurs de nature, et puis évidemment les personnes les plus aisées, qui sont probablement les plus destructeurs de nature.
Je ne sais pas si tu as donc cette réponse transitoire pour enchaîner sur Carbo et nous expliquer exactement ce que tu fais. Mais est-ce que vous avez réussi à évaluer un montant monétaire de ressources et de dépenses qui permettent à la fois aux personnes de survivre ou de bien vivre et qui respectent le cycle de la nature et qui respectent la trajectoire qui est censée nous amener à 2050 à plus 1,5 degré? Plein de questions. Je me permets... Non, j'adore. Je permets de rebondir sur la question du temps. Il y a un lien qui est assez incroyable, c'est que l'écologie vient nous fracasser, nous, individus, dans notre vision des temps. Avec, d'un côté, ce qu'on appelle l'anthropocène. Tu pourras peut-être mieux le définir que moi, mais le fait de dire qu'on est en train de rentrer à cause des humains dans un temps géologique différent. Et c'est aussi impensable au niveau individuel que l'infini, les galaxies, ces sujets. Se dire que dans une échelle de temps très courte, on a modifié la structure géologique de la planète. Donc on réfléchit, on se dit « Oh, waouh !» Vertigineux. Vertigineux. Et on vient, ce temps géologique, qui normalement, c'est plusieurs centaines de milliers d'années, etc., vient être dans potentiellement une échelle de temps dite à vie humaine, quoi. Donc on va voir dans les 30, 40, 50 ans, les personnes qui naissent aujourd'hui, elles vont avoir des changements très significatifs de l'habitat, quoi. Et donc c'est ça qui est hallucinant, c'est la confrontation des temps sur lesquels on est un peu perdu, quoi. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a une tendance, les écolos en particulier, à rentrer dans ce truc d'urgence et faire toujours plus, alors qu'on devrait justement se dire waouh, en fait, qu'on fait des trucs, déjà on fait un peu n'importe quoi, donc autant arrêter, quoi. C'est vraiment le côté du technosolutionnisme. Ok, c'est pas grave, on met du CO2 dans l'atmosphère, on le rattrape et tout. Non, est-ce qu'on pourrait pas juste faire moins? C'est assez simple. Donc ça veut dire on tire un trait sur la notion de progrès? Tel qu'on l'entend, défini par les modernes, oui. C'est-à-dire que le progrès en termes de dogme et de vérité à poursuivre juste parce que progresser c'est cool, non, ça c'est pas possible, quoi. En revanche, le progrès, pourquoi faire? La science, pourquoi faire? C'est tout ça qu'il faut réinterroger. C'est ça qu'il faut réinterroger, quoi. Et c'est ce que dit très bien Bruno Latour, c'est dans chacun dans son dogme de vérité, on a érigé le progrès depuis principalement les modernes, donc on va dire révolution industrielle et les expositions universelles, etc., qui étaient vraiment le sujet, c'est le progrès, regardez, on est les meilleurs, donc on continue. Il faut changer, en fait, le progrès pour le progrès ne sert à rien. Et on peut interroger, c'est pour ça qu'il y a plein de scientifiques, les premiers qui commencent à se dire, en fait, à quoi ça sert, à quoi je sers dans mon rôle, qui étaient historiquement les personnes qui étaient les plus proches, on va dire, du progrès scientifique, quoi. Donc il faut sortir de ce dogme du progrès scientifique. Je pense qu'il faut aller sur tous les autres sujets de progrès. Et c'est là où on rentre dans... Je reviens sur ta question qui était justice sociale et écologie. Je sais pas exactement comment le dire avec les bons mots, mais pour moi, l'écologie est évidemment sociale d'abord, en quelque sorte. Alors elle est très profonde dans la pensée, mais elle est évidemment sociale parce qu'aujourd'hui, les personnes qui polluent le plus, c'est les plus riches, c'est exactement ce que tu disais, ou les États les plus riches. Et surtout, ce que tu n'as pas dit, c'est que les personnes qui sont les plus confrontées aux changements climatiques radicaux sont les personnes les plus pauvres et les femmes en particulier, quoi. Donc, et les crises climatiques, je connais plus les chiffres, etc., mais je crois que cette année, là, 2023, 70 millions de personnes qui viennent pour des problématiques assez basiques, migratoires climatiques, de principalement soif, donc extrême sécheresse, etc. Donc ça va continuer. Voilà, ça va continuer à arriver. Donc le sujet est évidemment social. Pour répondre à ta question, on parlait beaucoup CO2, mais faisons attention, il n'y a vraiment pas d'opposition des luttes écologiques. L'écologie, c'est en plus d'être un mode de pensée profond, c'est aussi tous les sujets qui sont la biodiversité, la pollution des sols, etc. On le voit, des associations comme XR luttent, en particulier, c'est vraiment principalement la biodiversité et l'extinction de masse. Chaque fois que je lis les chiffres, je suis dans l'espace, en vrai, tellement... je crois que c'est la moitié de la biodiversité, la moitié de la quantité d'animaux, on va dire, et d'hommes aussi, mais bon, qui a diminué, qui a disparu en 30 ans. Et donc, en fait, il y a plein de limites planétaires. On en a déjà dépassé je sais pas combien. Donc, quel est le modèle économique qui permet de
de faire ça, moi, je suis assez humble sur ça, je ne sais pas du tout en fait. Mais je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse collectivement. Il ne faut pas qu'on laisse effectivement le pouvoir dans les mains d'un certain nombre. Et je pense qu'il faut qu'on revoie totalement c'est quoi l'économie. Tu vois, quand on revenait, aujourd'hui, on entend souvent l'économie de manière capitalistique, quoi, et donc PIB ou en euros sonnant et trébuchant. Pour moi, donc si tu revois même la notion profonde de travail et dans tous les récits, même pas les récits, dans les pensées féministes, c'est comment en fait le travail n'est pas uniquement rémunérateur, quoi. Le travail est à la fois rémunérateur, mais il est aussi quotidien à la maison, il est aussi bénévole, il est aussi sur plein de sujets en fait. Et donc en fait, c'est pas qui ne se valorise pas. Ouais. Qui ne se valorise pas financièrement, mais ça se valorise par les relations aux autres. Donc c'est ça aussi qu'il faut repenser collectivement. C'est un peu quoi le travail. Il y a effectivement une forme de travail rémunérateur, mais pas que. Ouais. Là, je renvoie les auditeurs à l'épisode que j'ai enregistré avec Jacques Barrault, où on parle typiquement des limites planétaires. Donc on ne va pas y revenir ici, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que le CO2 est un sujet parmi les autres défis. Et concernant la question liée au volume monétaire ou au niveau de dépenses qu'un individu représente. C'est assez facile et moi je vais répondre sur ce que je connais. C'est-à-dire que c'est le CO2. Encore une fois, le CO2 est une vision imparfaite du monde, comme tout. Déjà, dès qu'on pose des mots sur les concepts, c'est déjà imparfait. Nous-mêmes, on sait. C'est des chiffres que tout le monde connaît, donc vraiment... mais j'aime bien les dire comme ça maintenant. C'est une personne mondiale devrait dépenser pour les capacités de régénération de la Terre du CO2, qui sont ce qu'on appelait tout à l'heure le temps terrestre, les ressources, comment elles se renouvellent tranquillement, c'est à peu près 2 tonnes de CO2 par personne. Sachant qu'en France, et alors ça, désolé si les chiffres sont pas exacts, en France, 50% des gens sont plutôt à 6 tonnes de CO2. En revanche, les 10% les plus riches sont plutôt à 18-20 tonnes de CO2. C'est ça que j'aime bien dire, c'est qu'on sort du français moyen. Il n'y a pas de français moyen, il faudrait plutôt dire le français médian et le français riche. Donc on est 3, 4, 5, 6 fois plus élevé que son empreinte carbone. Il faut faire attention aussi dans ce concept de carbon footprint, individual carbon footprint, qui est l'empreinte carbone individuelle, qui est un concept aussi qui a été, d'après ce que je comprends, c'est un peu poussé par des big majors aux États-Unis pétrolières, qui ont emmené une forme de surresponsabilisation individuelle de l'impact qu'on a sur le monde. Il faut être doux avec soi-même. On est aussi dans un schéma sociétal qui fait que c'est très compliqué d'avoir beaucoup de modifications de notre environnement extérieur. Et c'est d'abord les États et les choix étatiques de politique publique, de planification écologique, et les entreprises qui peuvent faire ça. Et l'individu, en fait, c'est tous collectivement, mais c'est sûr que quand tu vas aller à Barcelone et que ça coûte 9 € en billet d'avion et 250 € en train, c'est pas toi en tant qu'acteur individuel qui va pouvoir modifier ce schéma de pensée, quoi. Donc et on sait que le kérosène n'est pas taxé, blablabla. Donc ça, c'est vraiment aussi la société principalement, et nous les individus, on essaye de bouger dans cette société, quoi. J'en parlais dans un autre épisode, on a parlé de l'atelier 2 tonnes, justement, qui mène des actions pédagogiques pour que les personnes puissent conscientiser justement les actions à mener pour atteindre ces 2 tonnes annuelles. Et on s'aperçoit que les modifications de comportement individuel permettent d'avancer. Tu l'as expliqué, quand on prend le train ou quand on prend l'avion, ça n'a rien à voir, même quand on prend le train ou quand on prend la voiture. Mais que le véritable changement vient de mouvements beaucoup plus radicaux et beaucoup plus systémiques au niveau gouvernemental et entrepreneurial, sur les processus de production, sur les choix structurants. Et évidemment, même en faisant tous ces choix, je reviens à cet état de fait, on n'y sera pas. Il faut lutter partout. On est dans un moment où c'est génial. En tant qu'individu, tu peux lutter dans ton travail en refusant de prendre l'avion, etc. Tu peux lutter dans ta façon de consommer. Tu peux lutter dans tes choix politiques, militants, etc. C'est genre le lutte est un peu fort, mais c'est vraiment ça. C'est une lutte un peu globale. Et pour rebondir rapidement, pardon, j'y ai pensé, mais sur la justice sociale et écologie, un des livres qui m'a le plus marqué récemment, c'est L'écologie pirate, peut-être que tu as lu, de Fatima Ouassak, je crois, et comment, en fait, le pirate devient un peu ce symbole de l'écologie sociale, et elle développe
de manière très juste que c'est effectivement les personnes les plus en difficulté et les femmes qui ont vraiment des concepts écologiques de base inhérents à leur vie et leur mode de vie. Donc c'est assez passionnant, quoi. Et qui a écrit Les Furtifs déjà? Et La Horde du Contrevent, c'est Alain Damasio. Alain Damasio, il explique aussi quelque chose que je trouve intéressant, il n'y aura pas de grand soir selon lui, mais il y aura des îlots de résistance un peu partout, et il construit dans ces histoires des protagonistes qui arrivent à s'opposer au système en place pour être inspirants pour des personnes comme toi, comme moi, comme un peu tout le monde, en disant comment on nous dit que c'est toujours comme ça qu'il faut faire, et on a toujours fait depuis toujours. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup avec ma sœur, on nous dit toujours non mais c'est un peu le statu quo, tu peux pas comprendre, il faut aller dans ce sens-là, et je pense qu'on a cette capacité de se dire ok, en fait non, mais en revanche on a des levées de boucliers, on a plein de choses qui viennent nous opposer la bonne raison, ou le monde économique, ou tu comprends pas, etc., quoi. Ouais. Et c'est vrai que il faut avoir une forme de courage au niveau individuel pour changer ces modes d'habitude. Ouais. Et alors, quelle est la mission de Carbo? Nous, on s'est fixé collectivement notre raison d'être, c'est comment on arrive à accélérer la prise de conscience écologique pour réduire dès maintenant notre empreinte carbone. Cette mission globale, on l'a créée ensemble avec l'ensemble de Carbo. Il y a vraiment la première partie, accélérer la prise de conscience écologique, c'est vraiment comment on fait preuve de pédagogie très forte sur ces sujets. C'est-à-dire que on est encore, et les médias ont une responsabilité, chacun individuel on a des responsabilités. J'ai eu la chance d'intervenir dans une classe de CM1 il y a pas longtemps, et donc c'est comment tu fais de la pédagogie à tous les niveaux, et les enfants sont quand même beaucoup plus avancés que moi sur certains sujets de relation à l'autre, et beaucoup moins sur d'autres sujets un peu plutôt écolo, plutôt de pensée, mais dans la pratique, ils sont quand même très connectés à leurs émotions, le vivant, les animaux, etc. Donc, comment on arrive à accélérer la prise de conscience écologique par de la pédagogie. J'ai la conviction profonde que c'est par l'éducation, de manière générale, qu'on change les sociétés. Et merci à tous les professeurs qui sont en train d'aller dans ce sens-là, et pas en imposant des choix de pensée, c'est juste en emmenant tout le monde à réfléchir sur ça. Et la deuxième partie, c'est pour réduire notre empreinte carbone dès maintenant. Donc nous, on a un vrai sujet, et c'est là où on est une entreprise technologique, c'est vrai, via la data et la technologie. Tu parlais tout à l'heure assez justement de quel progrès. Nous, on pense que voici, c'est notre mission et notre raison d'être, et derrière, toutes, on va dire, nos ressources, qu'elles soient les ressources, les personnes qui travaillent chez Carbo, les personnes financières, les clients, et la data et le progrès, on pense que c'est une belle exemple du progrès qui vient confronter nos temps. C'est clair. Nous rappeler à nos obligations. Donc tout ça pour dire que cette mission-là, on la défend via la pédagogie, on en a parlé, et via la donnée. Et on se dit comment la donnée peut nous aider à faire un peu les bons choix. Aujourd'hui, non, ce n'est pas du tout pareil en termes de CO2, de manger du poulet et de prendre l'avion pour aller je sais pas où. C'est des ordres de grandeur qui sont totalement différents. Et donc on aide à la fois nous, les citoyens, et les entreprises, plutôt les petites et moyennes entreprises, à prendre conscience de ce que c'est leur empreinte carbone au global, et leur donner les clés pour entrer dans cette forme de réduction de l'empreinte carbone. Et j'aurai plusieurs exemples. Et c'est quoi la data que tu as collectée? Nous, ce qu'on sait très bien faire chez Carbo, c'est prendre n'importe quel type de données. C'est que tu me donnes n'importe quel type de données, et on arrive à te la transformer en ce qu'on appelle du CO2 équivalent. Donc c'est en équivalent CO2 ce qu'on parlait tout à l'heure. Vous êtes le Yucca du CO2. Voilà, exactement. On a été souvent comparé avec le Yucca du CO2. Nous, alors de manière on a quand même une grosse partie qui est sur les entreprises, mais il faut un peu le voir comme ça. C'est exactement ça. On est capable, en fonction de n'importe quelle donnée, tu nous donnes par exemple une tasse comme ça, on est capable de te dire en moyenne combien elle fait de CO2. Tu nous dis elle est faite en tel matériau, on va améliorer le niveau de précision. Tu nous dis est-ce qu'elle est recyclée, pas recyclée à la fin de vie, donc on va améliorer le niveau de précision petit à petit. Mais quand tu nous dis, c'est toi, tu vas chercher justement les données de la donnée même, sur la manière dont chaque produit est composé, fabriqué, transporté, extrêmement difficile, parce que si tu veux évaluer l'impact carbone je sais pas, en fait, d'un pull, le pull, qu'il soit fabriqué au Bangladesh ou au Portugal ou à Paris, n'aura pas du tout le même CO2. Il va falloir aller très loin dans la précision sur
Est-ce que c'est un tissu recyclé ou pas recyclé? Est-ce qu'il y a du plastique à l'intérieur ou pas? Est-ce que sur la ligne de production, je sais pas, de ce pull, est-ce qu'il y a 5, 10, 30% de déchets de pulls qui ont des défauts et donc qui ont été remisés et puis qui repartent? Compliqué, ton métier? Ben, c'est exactement ça. Tout ce que tu viens de dire, c'est les 50 personnes de chez Carbo qui travaillent 100% de leur temps sur ces sujets-là, avec une team en particulier de, on va dire, data engineer, data scientist, qui et c'est exactement ce que ce qu'ils font, c'est leur vie quotidienne, quoi, de réfléchir en fonction de quelles sont les données nécessaires à récupérer. Par exemple, alors là, tu parlais d'un pull, par exemple, mais effectivement, on a des clients industriels qui font du textile, et c'est vraiment ça, quoi. Comment tu arrives à récupérer un maximum de données de manière automatique pour derrière donner une empreinte carbone qui est pertinente, qui est précise, qui permet de faire les bons choix. Et je vais te dire au hasard, mais potentiellement, on a travaillé avec... on revient de manière très concrète, on redescend du méta au concret. Mais par exemple, on a travaillé avec une marque de lunettes qui en fait s'est aperçu que dans leur distribution, je crois que c'était 50% de leur empreinte carbone, c'était dû à des livraisons qu'ils faisaient par avion et qui correspondaient à, je pense, c'était 0,1% de leurs clients, quoi. Donc en fait, en leur donnant ces chiffres-là, en 2 secondes, ils se sont aperçus que en fait, ça leur coûtait rien niveau business de couper ces émissions-là et d'arrêter la livraison en avion. Donc là, je parle de modifications assez faciles que nous, on peut faire dans la vie de tous les jours. Alors, au niveau individuel, le fait de moins acheter, j'ai adoré la pub de l'ADEME récemment avec le dévendeur. Je me suis dit, quel courage en vrai, continuer comme ça l'ADEME. C'est très chouette de faire ce genre de truc. C'est du militantisme politique sur ça. Et oui, le but, c'est de quand même de pas consommer avant de consommer. Et oui, on prend toutes les données et de manière pédagogique, on les redonne aux entreprises ou aux individus pour qu'ils puissent comprendre où sont en fait les grosses sources de réduction de leur empreinte carbone, quoi. Donc, vous travaillez donc principalement avec des entreprises pour analyser leur outil de production et sur leur impact global pour tendre vers la réduction de leur empreinte. Exactement. Pour revenir un peu, on a 2 outils chez Carbo. On a un outil citoyen qui permet à tout un chacun, de manière gratuite, de calculer l'empreinte carbone. Et là, on a un algorithme qui se base sur les dépenses bancaires. Donc, en récupérant les dépenses, on arrive à avoir une estimation plus ou moins précise de son empreinte carbone à l'année. Puis, on peut le voir évoluer, etc. Donc ça, c'est notre outil vraiment de vulgarisation, de pédagogie, notre outil de mission. On est quand même d'accord, excuse-moi, on est quand même d'accord que là-dessus, on est... Alors, même si j'imagine que vous allez essayer d'être le plus précis possible, on reste globalement à la louche. Ça va donner une estimation globale avec un pourcentage de précision Dans notre métier, souvent, on nous emmène vers la précision et on fait un métier imprécis par nature. En revanche, c'est pas vraiment le sujet, la précision pour nous. Peut-être que c'est pas du tout le débat. On essaye. Alors, pour les individus, c'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt les grosses mailles. Pour les entreprises, oui, c'est un sujet. Et donc, pour les entreprises, on se base, notre logiciel pour les entreprises, et c'est là où il y a tout notre modèle économique. On a 800 entreprises clientes qui sont plutôt des boîtes de moins de 500 personnes. Elles, on va se baser sur des données plutôt physiques. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, le nombre de fibres de textile, le nombre de kilowattheures spécifiques, la tonne, etc. Donc, pour les entreprises, on va prendre sur toutes les données qu'on appelle des données physiques pour avoir un niveau de précision le plus élevé. Mais nous, évidemment que toute la team data cherche à avoir plus de précision, mais elle cherche en premier lieu, nous, ce que je dis la plupart du temps, notre concurrent ou le truc sur lequel on lutte en permanence chez Carbo, c'est plutôt l'inaction. Et donc, avant de chercher plus de précision, donnons un peu des jeux de données qui permettent très rapidement de passer à l'action et de se dire c'est là où tu vas avoir un impact sur le CO2 équivalent qui va être important, quoi. Pour un consommateur, à ton avis, est-ce que le plus important, c'est d'arriver à identifier justement le volume de carbone qu'il consomme annuellement, ou alors il faut impérativement que ce volume de carbone consommé soit également associé à d'autres indicateurs, donc on revient justement en fait aux limites planétaires, pour s'orienter vers un modèle d'évaluation globale. Et là, donc, j'arrive... Peut-être que tu me vois venir tu prends un paquet de pâtes, tu as le Nutri-Score. Est-ce que demain, une sorte de Planet Score pourrait
habiller tous les packagings pour que les gens puissent prendre des décisions concrètes sur la manière dont on consomme et avec des produits de consommation qui a un impact direct sur la nature, le vivant, le climat, le changement climatique. C'est évidemment ça. C'est ce qui existe aujourd'hui. C'est le Planet Score, qui est à la fois la biodiversité, à la fois est-ce que tu achètes un produit qui n'a pas été fabriqué par des enfants. Donc ce Planet Score, il est en train d'arriver. Ce qui est pas évident, et ce que nous, on essaye de défendre chez Carbo, c'est qu'il faut que maintenant aussi ça se retrouve dans le prix. Un produit qui détruit la planète et qui a des externalités négatives très complexes, tous les produits détruisent la planète pour info, devrait avoir un prix beaucoup plus élevé. C'est vraiment ça en fait, c'est comment tu arrives de manière économique. Il faut avoir une taxe sur les produits qui détruisent la planète ou qui ont des mauvais scores, Planet Score. C'est pas à moi de présager le moyen de régulation, et pour avoir travaillé à la commission de régulation, il y a plein de moyens, il y a la carotte, le bâton, plein de trucs. Donc est-ce que c'est des taxes ou est-ce que c'est ce genre de choses? Peu importe, il faudra qu'on y réfléchisse collectivement à ce qu'on veut faire. En revanche, il faut qu'il y ait une corrélation forte, je pense, entre un prix d'un produit et le bien-être ou le mal-être que ça peut créer sur la nature. Aujourd'hui, c'est ça un peu qui est compliqué dans l'écologie, c'est que les produits dits les plus écologiques, c'est ceux qui coûtent a priori le plus cher. Et normalement, il faudrait, les économistes connaissent, intégrer les externalités négatives dans le prix. Avec après ces fameux trucs qui sont très intéressants ce qui est génial avec le CO2, c'est que une émission de CO2 en France pollue l'ensemble de la planète, affecte l'ensemble de la planète, et donc c'est quelque chose qui est vraiment global, et donc c'est vraiment aussi la base un peu de l'écologie, c'est tout ce qu'on fait a un impact au niveau global. Mais il faut arrêter de se voiler les yeux, en fait. Ce qu'on fait là aujourd'hui a un impact global, et c'est une forme d'égoïsme parfois de se privilégier soi plutôt que les autres, après avoir ça. Et donc là, on parlait vraiment de la partie citoyenne avec ce fameux Planet Score, qui, je crois, est en train d'arriver et tout, qui va nous donner des indications, mais je trouve que c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller plus loin, quitte à interdire certains produits, certaines marques. Et ça, c'est l'État, à un moment, qui doit commencer à prendre ses responsabilités et pas de juste dire oui, mais bon, il y aura plus d'emplois, super, merci. Et l'autre sujet, donc nous, pour les l'intelligence artificielle va s'en occuper. C'est une blague. Super, merci. Et l'autre sujet, nous, pour les entreprises, c'est vraiment, on a un logiciel qui permet de faire ce qu'on appelle le bilan comptable carbone de l'entreprise. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, elles ont un bilan comptable financier. Toi-même, tu sais, et d'ailleurs, les entreprises sont souvent pilotées comme ça, comment aujourd'hui les entreprises qui sont clientes chez Carbo, mais demain toutes les entreprises, et donc là, il faut qu'il y ait des textes de loi qui changent, etc., devront faire le bilan carbone de l'ensemble de leur activité. Et donc, en fin d'année... comptabilité. Voilà, il y a plein de sujets, triple compatibilité pour les grands groupes, c'est la CSRD, etc. Sans rentrer dans le détail, c'est assez facile, c'est comment se dire qu'on suit l'activité carbone de son entreprise. Et ça, c'est nous ce qu'on fait pour nos entreprises, et comment on arrive tous les ans à dire voici mon bilan carbone, voici les postes d'émissions, comment j'ai essayé de les réduire, ce que ça fait. Et moi, j'ai la conviction, et on commence à le voir d'ailleurs, on travaille aussi avec des grands établissements bancaires. Il va y avoir, c'est ce que tu disais, comment tu arrives à bien réguler ou à bien inciter. Aujourd'hui, les entreprises qui font leur bilan carbone ont accès à des prêts avec des taux préférentiels, ont accès à certains marchés parce que c'est plus ont accès à des labellisations. Tu parlais de B Corp, que j'apprécie beaucoup, qui effectivement montre un certain intérêt. Et comment, c'est toi qui m'avais dit ça, comment les organisations aujourd'hui, au-delà de faire leur bilan carbone ou de faire d'autres actions d'impact ou de RSE, comment les organisations deviennent un peu le cœur d'un changement de paradigme sociétal puissant, Et on peut plus aujourd'hui, quand on est une organisation, se dire juste ok, on continue comme avant et on avance comme ça. Non, mais vraiment, je trouve ça génial. Alors ça demande des modifications extrêmement importantes des paradigmes, et sur les deux pans de la société que sont les individus et les organisations, il faut véritablement que l'on arrive à ne plus avoir comme seul référentiel le pognon, l'unité monétaire, le rôle de l'art, ce que tu veux. Donc on revient à ce que tu as dit, sur ou ce que Jancovici disait, PIB ou CO2, est-ce qu'il faut choisir ou pas, en tout cas quel est le référentiel que l'on choisit. Aujourd'hui, on se connecte à son compte bancaire, ça nous donne l'argent qu'on a sur notre compte, que l'on peut dépenser ou pas, qu'on peut épargner. Est-ce que demain, on aura la capacité ou le réflexe, voire l'obligation d'avoir un compteur à CO2 qui serait aussi
impactant dans notre quotidien Mhm. que la carte bancaire qu'on utilise pour acheter ses cadeaux de Noël. Les entreprises, évidemment aussi, quand tu lis tes documents comptables pour juger de la santé financière de Mhm. l'entreprise, on va regarder son bilan, son compte de résultat, on va regarder son chiffre d'affaires, son résultat net, puis il y a d'autres indicateurs et compagnie, mais est-ce que demain, on se dira pas, tiens, voilà quel est son chiffre d'affaires et voilà quelle est sa conso carbone, et on le regardera, ces deux chiffres, exactement de la même manière. Tu vois. Donc à partir de quand, alors soit on remplace, soit on associe, encore une fois, à la valeur monétaire la dimension carbone. C'est une super question. Moi, j'ai envie que la valeur carbone devienne plus importante que la valeur monétaire, mais on a un petit bout de chemin jusque-là. La grande différence entre ces deux valeurs, c'est qu'il y en a une qui est immatérielle, donc exponentielle, et donc absolument pas maîtrisable, et d'ailleurs, elle s'emballe de manière assez folle. L'autre a rien à voir. L'autre, les tonnes de CO2, c'est du concret, en fait. Et il y a des limites planétaires sur ça. Et c'est ça la différence un mode capitaliste ou un mode écologique. Il y a un moment où tu te construis dans un cadre limité, dans l'autre, tu te construis dans un cadre illimité. Encore une fois, hein, bref, c'est cette notion toujours un peu prométhéenne de l'homme, parfois d'aller toujours plus loin, à l'infini, sur toujours se sentir L'infini encore plus... et l'au-delà. Ouais, exactement, quoi. Infini, d'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que c'était... en grec, a priori, c'est pas l'infini tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est plus l'absence de connaissance, de savoir s'il y a un au-delà du fini ou pas. Ouais. C'était assez intéressant aussi de voir ça. Pour revenir à ce que tu disais sur ces sujets-là, moi j'ai quelques idées, mais elles sont pas forcément très intéressantes. Je pense qu'il faut qu'on pose le problème de manière la plus démocratique possible. Emmanuel Macron a clairement plein de faiblesses. Le fait qu'il ait lancé la Convention citoyenne pour le climat, c'est un modèle démocratique que moi je trouve incroyable. En disant, en fait, revenons à ces formes de jurés populaires qui existent déjà dans pour arbitrer des cas complexes en justice, etc. Finalement, moi, je sais pas, Simon, j'ai ma vision de simple citoyen, mais comment on arrive pendant... Ce qui a été fait, c'est que j'ai trouvé ça incroyable. Comment on arrive pendant un an, tu fais intervenir différents experts avec chacun... leur vérité scientifique, sociale, sociétale, sociologique, etc. Et c'est ces personnes-là qui, au bout d'un moment, disent les règles qui ont été choisies, quoi. Et alors, la faiblesse est vraiment j'ai même trouvé que c'était... il aurait pu changer de posture totale, mais il n'était pas prêt, je pense. Si la Convention citoyenne pour le climat et le gouvernement avaient décidé d'adopter un peu tout ce qu'ils avaient choisi, j'aurais trouvé ça incroyable pour la démocratie. On aurait pu lancer des conventions citoyennes, il y en a une en ce moment sur la fin de vie, sur tous les sujets de société qui sont d'une complexité inouïe, on a chacune des idées, il faut qu'on arrive à le décider et avoir un processus démocratique qui soit pour moi collectif et qui soit pas autoritaire comme ça se passe aujourd'hui avec une espèce d'arbitrage à l'ancienne patriarcale de Manu Macron qui est en haut et qui dit oui, oui, non en fonction de comment il s'est levé le matin. Non, en fait, on rentre dans un truc qui nous impacte tous, donc comment on arrive à le décider et à le changer. Et donc, sur ce que tu disais, quelle régulation ? Je sais pas, moi, il y a des conventions, je pense, citoyennes qui peuvent exister pour n'importe quoi, pour savoir si, oui ou non, on a des limitations, quoi. On interdit des marques parce qu'elles sont là, on interdit des entreprises polluantes où on les contraint forcément. On est bien en France dans un modèle où on dit souvent liberté, liberté, mais on n'a pas le droit de porter des armes en France. Tout le monde accepte plus ou moins ça. Donc, demain, on n'aura pas le droit de polluer. Ça me semble tout à fait normal, quoi. Donc, ouais, c'était pour revenir sur ce sujet, je trouve, qui est très intéressant de comment on décide collectivement, quelle trajectoire on suit, et que c'est pas encore une grande décision. C'est terrible ce que tu fais là, parce que on approche probablement de la fin, mais tu remets une pièce sur un sujet qui est essentiel, ultra important, qui est celui évidemment de la démocratie et de la manière dont on rend la décision, on décide. Et voilà, la fabrique de la loi, la manière dont on choisit nos représentants politiques. Je ne suis pas personnellement pro-Macron, mais je distingue tout de même les limites d'un responsable politique à faire des choix guidés à la fois par l'intérêt général, et c'est ce qu'on a envie d'un responsable politique, c'est qu'il fasse des choix en fonction de l'intérêt général et de l'intérêt de tous, ou du plus grand nombre, et il n'y a pas de sujet plus impérieux de ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le climat et puis la survie du vivant,
malgré tout, le modèle dans lequel aujourd'hui on évolue, c'est aussi un modèle à re-questionner, c'est celui de la démocratie représentative, et donc d'avoir, j'allais dire une majorité, mais on voit bien aujourd'hui qu'avec l'abstention, c'est plus des majorités qui décident, mais en tout cas, ce sont ceux qui lèvent, qui mettent un bulletin de vote. Et ça, c'est un vrai sujet, qui mettent un bulletin de vote dans l'urne pour choisir ses représentants, et ces représentants qui, au final, entendent respecter un programme que ces électeurs, encore une fois, une partie de la population, que ces électeurs ont... Donc, c'est vrai que ici, moi, je suis d'accord sur le format de convention, de jury populaire, où on aurait la capacité de questionner de manière aléatoire un certain nombre de personnes dans un panel représentatif, et qui nous donnerait des orientations qui respecteraient davantage l'esprit collectif plutôt que les intérêts particuliers et individuels. Mais là encore, si on veut progresser, et pour prendre ces grandes décisions qui nous affectent tous, il faut qu'on change radicalement de modèle démocratique. Mais moi, je pense que c'est vers là qu'on va, et je vais faire un parallèle si c'est OK avec toi. C'est que aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être élu il y a pas longtemps ambassadeur du mouvement qui s'appelle Impact France. Formidable, je voulais finir par ça. Ah, quelle transition! Et en fait, c'est un mouvement un peu comme Bicorp et un peu comme tous ces mouvements-là, j'allais dire, pour reprendre Damasio, qui sont des îlots de résistance pour dire on veut faire société différemment. Et c'est un mouvement qui regroupe quasiment 15 000 organisations qui ont une vision différente de ce que c'est une organisation. Et les 4 piliers de ce mouvement sont comment une organisation a une raison d'être ou une mission sociale, elle a une mission, une raison d'être écologique, et elle a un partage du pouvoir et partage de la valeur. Donc on en a beaucoup parlé un peu là sur le partage de la valeur, mais aussi comment on revient sur ce partage du pouvoir, quoi, et comment on devrait être dans une société qui partage aussi ce pouvoir, et ce pouvoir il est pas aujourd'hui totalement partagé, quoi. Donc tous ces mouvements, que ce soit Impact France ou que ce soit Bicorp, etc., essaient de penser et de voir le monde de manière assez différente. Et on pourrait imaginer demain qu'il y a un partage du pouvoir en France qui soit assez différent. Et exactement ce que tu disais, moi je me sentirais pas légitime à la place d'un président de dire « Ok, j'ai été élu avec 20% des électeurs sur un programme, 50% des gens qui n'ont pas voté, je vais appliquer ça ». Ça me semble genre très prétentieux de se dire « Ok, je réinterroge pas un peu tout le monde sur de quoi les gens ont envie et comment on avance ». Et en plus, on le voit avec la Convention citoyenne, et ça revient sur mon sujet d'éducation et de pédagogie, quand les personnes sont informées sur ça, en fait, les choix de l'ensemble de la population, moi je trouve, sont très justes. Voir la justesse de ce qui est ressorti de la Convention citoyenne, avec des gens qui n'étaient pas 1 an avant ou 8 mois avant formés sur ces sujets, j'ai trouvé ça incroyable. Toi, tu fais le pari de l'intelligence collective. Évidemment. En fait, on est tous adultes à partir de 18 ans. Donc, il faut arrêter ces clivages de intellectuel, moins intellectuel, etc. En fait, les choix rationnels, quand les gens se sont en responsabilité et n'ont pas d'intérêt individuel à tirer de tel ou tel côté, c'est magnifique, je pense. Donc après, quelle intelligence collective, et je pense qu'il y a plein de gens qui maîtrisent ces sujets mieux que moi, mais oui, évidemment, revenir dans ce schéma du gouvernement aujourd'hui, que je trouve pour moi, qui me tend d'ailleurs quand j'entends les gens parler, on a l'impression que c'est un parent, Emmanuel Macron, qui parle à l'ensemble des citoyens comme si c'était des enfants. Moi, ça me tend. Voilà, un côté paternaliste. Ce qui me tend profondément, on est tous adultes, avec chacun un bagage différent, une sensibilité différente, mais on est tous capables de se mettre autour d'une table et potentiellement prendre une décision comme une famille, j'allais dire, ou quelque chose comme ça. Et pour moi, l'écologie, c'est ça. Et le Ouzbek et Erika avaient fait en discutant beaucoup avec mes anciens collègues, c'est dans un monde qui se délite comme ça, en fait, on a 2 voies possibles. On a une voie, bon, là on est en ce moment plein dans la voie de l'extrême centre, on s'aperçoit que ça marche pas, mais les 2 voies qui s'offrent à nous aujourd'hui et qui sont les voies les plus compliquées, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans les différents pays un peu partout dans le monde. Soit on part vers une vision refermement sur soi, j'appelle ça plutôt égo, où donc c'est une vision on se renferme sur soi-même et on bloque un peu les frontières, et donc en fait c'est l'autre, le danger, quoi, et on voit avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec la montée du populisme. Voilà, c'est évidemment tout ça, et c'est aussi compréhensible, hein, dans un monde anxieux qui se délite. Je comprends que ce récit de peur et de trouver le bouc émissaire est assez facile, et on a une autre vision qui s'affronte maintenant, qui est la vision plutôt éco,
ou écologique, au sens large, plus que les écologistes français, mais c'est comment on fait société ensemble, collectivement, et au sein d'une organisation, ce qu'on défend, on en a parlé tout à l'heure, ce qu'on fait au sein de Carbo, comment on le fait au sein d'une ville, au sein d'un État, au sein de l'Europe, au sein de l'ensemble du monde, au sein de l'ensemble des vivants, des non-vivants. Et c'est ça, en fait, comment l'écologie, quoi. C'est comment ce sentiment un peu d'unité, on revient à tout ce qu'on disait au début, c'est intéressant, tu m'as dit comment moi je me suis construit, comment en fait on est perméable au monde et en fait on essaye de se faire... Cette unité, elle est à plusieurs échelles, quoi. Nous, en tant qu'individus, en tant que société, et c'est pour moi ça, la vision un peu écologique du monde, et on prend des décisions un peu collectives sur ce qu'on a envie aujourd'hui et sur ce dont on a envie demain. Et comment Impact France mène ses actions ? Impact France, on a plein de façons de mener. C'est Pascal Desmurger, c'est ça, et Julia Faure, on a deux coprésidents qui mènent différents types d'actions. On a des actions de plaidoyer. L'idée, c'est d'essayer de peser dans le débat public et d'essayer de l'impact. C'est comme ça qu'il définit. Exactement, et c'est même plus large en fait, parce que le MEDEF est uniquement patronal. Nous, on essaie de rassembler toutes les personnes qui ont des sensibilités et qui, même dans la définition même d'une organisation, quand tu dis patron et salarié ou dirigeant salarié, tu recrées ces biais de domination qui sont inhérents à une organisation. Donc en fait, comment nous, chez Impact France, on arrive aussi à avoir ce partage du pouvoir un peu plus global. Donc Impact France, c'est toutes les organisations et les gens dans ces organisations qui veulent défendre une vision différente du monde. Et nous, au sein d'Impact France, avec Carbo, on essaye d'avancer vers un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça aussi que j'en parle. C'est comment on arrive à faire que les organisations, entreprises, associations, COP, etc., deviennent ce que moi j'appelle des organisations écologiques. Donc comment on arrive à avoir des organisations qui font attention à l'écologie individuelle, donc le bien-être des gens, l'écologie collective, donc les relations entre les gens, le partage du pouvoir, puis l'écologie globale. C'est ce qu'on essaye de faire chez Carbo, sur comment les organisations deviennent écologiques, en se disant que peut-être certaines organisations ont besoin de croissance, parce que qui dit croissance dit potentiellement plus d'impact. En revanche, c'est quoi une croissance pérenne ? L'exemple que je reprends très souvent, et tu me disais tout à l'heure, Arbre Monde, d'ailleurs, de Richard Powers, si vous avez envie de lire. Comment, en fait, une organisation, en fait, est comme un arbre, quoi. Elle se développe tranquillement avec ses racines, parfois s'arrête en fonction de la saison, etc. Et c'est vraiment... Si vous voulez, si ça vous intéresse, on essaye, je trouve que chez Impact France et en particulier chez Carbo, on est un peu un lieu d'expérimentation des organisations d'aujourd'hui qui sont vraiment, on va dire pas à la pointe, mais qui expérimentent des nouveaux dogmes et des nouveaux paradigmes de façon de travailler. Nous, chez Carbo, on est en semaine de 4 jours depuis quasiment 1 an maintenant. On a une gouvernance partagée, on est en transparence des salaires, etc., etc. On a un congé second par an sur ça. Et donc, comment les organisations, en fait, deviennent des lieux de rééquilibre d'un système politique, ou en tout cas d'un système législatif, qui n'est pas forcément celui qu'on imagine, et donc celui qu'on souhaiterait. Et ça revient très bien à on essaye de penser des concepts, organisation écologique, et on essaye de se l'appliquer à nous-mêmes. Et la pensée agissante est quelque chose qui est excessivement nourrissant en termes intellectuellement, parce que ça nous permet d'aller plus vite, ça nous permet de bien comprendre et d'aller encore plus loin vers ce qu'on imagine comme modèle de société de demain. Tu as un autre épisode que j'ai enregistré avec une personne admirable qui s'appelle Clarisse Bérébi et qui accompagne les organisations justement dans la structuration de leur pôle de recherche et d'innovation en sciences humaines et sociales. L'innovation, et on a utilisé le mot rapidement progrès pour vite fait le rayer, mais je le réutilise, est aussi humain. Complètement. D'ailleurs, pendant très nombreuses années, on a tenté d'expliquer que le PIB n'était probablement pas le meilleur indicateur, qu'il y avait d'autres indices comme celui du développement humain et du bien-être. Mais Clarisse expliquait que les entrepreneurs sont des explorateurs et tentent des choses dans leur entreprise que le législateur n'a pas forcément prévues, ne prévoit pas et anticipe les modifications assez profondes en société. Qu'est-ce que vous avez exploré, qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de Carbo ? Un des exemples les plus marquants, moi je trouve, qu'on a mis en place et sur lequel on est le plus fier collectivement, c'est c'est la semaine de 4 jours, en fait. Ouais. C'est quelque chose qui me paraît assez simple, parce que tu vois, on a mis en place plein d'autres choses, comme la gouvernance partagée, on a plus de variables chez Carbo, etc. Mais pour revenir sur la semaine de 4 jours, moi j'aime beaucoup cet exemple, parce que ça revient au récit écologique désirable que je suis en train de développer pour moi individuellement. J'ai l'impression que le bonheur, c'est plus de temps. Et plus de temps, c'est plus écologique.
parce que tu passes plus de temps à cuisiner potentiellement, tu passes plus de temps à voyager, t'es moins dans cette instantanéité, tu sors de cette urgence et plus de temps amène plus de bonheur, quoi. Et quand on le voit sur la semaine de 4 jours, on a vraiment réduit le temps de travail chez Carbo, c'est soit le mercredi, soit le vendredi qui est off pour tout le monde chez Carbo. Ça emmène une vision du travail, une vision de la société qui est totalement différente, qui est radicalement différente. Et pour moi, c'est marrant parce que si on revient, c'est un peu ce qui nous avait été promis au début du siècle dernier par le progrès, en fait, cette réduction radicale du temps de travail pour avoir un temps de travail non rémunéré sur autre chose. Et en plus, c'est une des mesures les plus, j'avais pas forcément percuté au départ, c'est une mesure aussi très féministe, puisqu'on s'aperçoit que dans les entreprises, en fait, la plupart des gens qui sont au 4/5e, et j'ai pas les chiffres exacts, sont plutôt des femmes. Et donc, quand on passe en semaine de 4 jours, c'est-à-dire qu'on augmente tous les salaires des personnes qui sont au 4/5e et qui sont principalement des femmes, on ramène une part, souvent, on va dire l'homme, à la maison pour certaines tâches. Donc, on est d'accord que c'est la semaine à 4 jours et c'est pas un 80% payé 80%. C'est un sort de temps plein classique qui passe de 100% à 80% avec une rémunération qui reste à 100%. C'est exactement ça. Alors, dans les chiffres exacts, nous, on est passé en 32 heures effectives. Donc, c'est plutôt une réduction de 10% du temps de travail et on travaille sur 4 jours. Et oui, le salaire... C'est pas des RTT en plus? Non, pas du tout. Le salaire est conservé. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que quand t'interroges tout le monde, la semaine de 4 jours est juste, me semble, moi, tellement évident et tellement la base en disant tu travailles moins, tu gagnes le même argent. On s'aperçoit qu'avec toutes les études qui ont été menées, Afrique du Sud il y a 2 jours, Angleterre en début d'année, en Suède ils ont fait ça il y a pas longtemps, on garde à peu près le même niveau d'efficacité, même je suis convaincu qu'il faut qu'on diminue un peu notre production, donc bref, peu importe. Ouais. On gagne en bien-être comme ça ne s'est jamais vu sur l'ensemble des personnes qui travaillent pour l'entreprise, et on gagne en écologie. Parce que finalement on se déplace moins, on travaille moins, etc. Et c'est vraiment un des exemples, après il y en a sûrement d'autres, mais qui moi je trouve très marquant dans le côté comment se réapproprier le temps, avoir plus de temps permet d'être plus heureux. Et l'autre exemple qui moi me semble naturel, c'est faire une différence entre la mère et le père souvent, ou le second parent dans les congés, me semble lunaire en fait. Je comprends pas pourquoi on n'est pas égalitaire sur ce côté-là. Alors il y a des considérations économiques, et nous ce qu'on a fait chez Carbo, d'avoir le congé second parent aligné avec le congé de la personne qui enfante, c'est vraiment ce temps-là, quand tu as des enfants, il est plus important que ton temps en fin de vie quand tu seras à la retraite, en fait. Ouais. C'est des moments qui sont incroyables, je pense, individuellement. Tu vois, j'ai la chance aujourd'hui d'être papa. Ariane est née le 5 juillet. J'ai la chance aussi d'être entrepreneur et de pouvoir disposer de mon temps comme je l'entends. Il s'avère que en plein été, c'est quand même beaucoup plus facile de prendre du temps plutôt que pendant la saison régulière, on va dire ça. Et de m'apercevoir que passer 2 mois avec sa fille qui vient de naître et de soutenir sa femme qui vient d'accoucher, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et ça ne se rattrape pas. Ce temps-là ne se rattrape pas. Et c'est vraiment hyper fondateur dans la cellule familiale que tu vas bâtir. Et on va finir avec 2 autres questions. La première, c'est est-ce que toi, en tant que fondateur de Carbo, tu respectes cette semaine de 4 jours? Est-ce que tu ne triches pas, ni le soir, ni pendant ton jour off? Alors, je suis cofondateur, et maintenant Carbo, c'est un peu toute l'équipe. Ouais. Non, clairement, je triche pas. Et moi, j'ai expérimenté ça depuis quasiment le tout début de Carbo, où j'avais vu avec mes associés en disant, écoutez, moi, c'est important d'avoir ce temps parce que j'ai besoin, en vrai, de rien faire, réfléchir, lire et penser, quoi, parce que c'est vraiment ce qui me rend heureux. Et donc oui, j'ai réussi à... En tout cas, c'est un temps non productif. Voilà, c'est un temps non productif. Je vous invite à lire aussi, je te donnerai la référence sur l'écologie, les nouveaux temps de travail. On focalise la plupart du temps sur les temps de travail pour faire. On oublie les temps de travail pour transmettre, pour réfléchir, pour imaginer, pour créer, etc. Donc oui, moi j'arrive largement à le respecter. Après, on est dans des formes de travail qui sont des travails plutôt cadres, donc c'est un peu plus
facile de respecter ça. Après, j'ai toujours un sujet où, au tout début, le mercredi, je coupais tout, même mon téléphone, etc. J'étais un peu extrême pour essayer de me forcer à me dire tu fais rien. Ça m'est arrivé d'avoir parfois une petite charge mentale en disant ah mince, en fait, est-ce que tu peux pas juste signer ce document ou faire ce genre de truc. Donc ça m'arrive parfois de me connecter, mais c'est vraiment excessivement rare et la plupart du temps, je le respecte tout le temps, quoi. Après, ça nous a demandé, on pourra en reparler, mais sur les organisations qui veulent mettre en place ça, des changements un peu profonds. Nos réunions chez Carbo, elles commencent toujours à leur pile, elles finissent toujours à leur pile. On empêche ce qu'on appelle le modèle de la hâte. Je pourrais pas te demander quelque chose pour l'après-midi, c'est pas possible, sauf si c'est vraiment tout est cassé. C'est un mais super modèle. voilà, donc tu vois sur ça. Le truc hier, enfin. C'est jamais ça. On supprime tous ces modèles-là. On privilégie le travail asynchrone. Donc, ça nous a mis un petit peu de temps de bonne appropriation de ce que ça veut dire travailler moins. Mais j'ai l'impression que ça rend tout le monde heureux. Ouais, exactement. Ouais. Donc, moi, je l'applique sans problème. Et désolé, on a dépassé de un quart d'heure. Vraiment désolé. Ouais, c'est toi qui avais ta capsule de temps. Et ta deuxième question, c'était, pardon. Et ma dernière question, je t'ai posé au début, je t'ai interrogé sur ton tout premier souvenir. Maintenant, j'aimerais que tu te projettes un petit peu et que tu nous dises à quoi tu aimerais que ton dernier souvenir ressemble. Ah ouais. C'est un peu profond, un peu personnel. C'est un peu bizarre parce que ça fait se projeter dans la mort, tout ça. Moi, je pense que je sais pas où, quand, comment, pourquoi, mais je crois que les sentiments les plus heureux que j'ai pu avoir, les sentiments de plus grande plénitude, ça a été ces moments un peu de ressenti un peu de l'unité du monde. Je sais pas trop comment dire ça, et le fait de se sentir aligné entre, de se sentir faire partie de ce tout-là, quoi. Et j'ai pu le ressentir à différents moments quand j'étais dans la nature ou en très bonne connexion, etc. Et c'est vraiment ce sentiment-là qui est quand même un sentiment de joie un peu profonde que j'aimerais potentiellement ressentir, mais on verra. Merci Simon. Merci beaucoup Fouad. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, eh bien faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.